Merci à vous de nous accueillir. Moi aussi, très heureux de me retrouver ce soir avec vous ici au Conseil de développement. C'est vrai que je vais prendre un abonnement à venir avec vous, puisque je reviens régulièrement avec les services. Je suis venu souvent vous voir sur l'élaboration du PLUM, dans lequel on est encore très engagé sur la phase PADD. Et puis, je sais que vous travaillez avec Hélène, Hélène Garnier sur la phase réglementaire, qui nous occupe beaucoup actuellement et qui, moi, fait que je suis en ce moment très régulièrement en réunion publique sur la présentation de la déclinaison réglementaire du PLUM, notamment auprès des citoyens et puis bien sûr en lien avec les élus. Alors, tu l'as évoqué dans ton propos, le logement n'est pas qu'une réponse quantitative à une production, un objectif de production pour permettre à chacun d'avoir un logement, encore que c'est un objectif nécessaire pour mettre un toit sur, sur la tête de chacun sur ce territoire métropolitain. Et puis après, c'est mettre un toit de manière qualitative et puis créer les conditions d'habitat qui répondent à la fois, et je le rappelle, hein, je le dis tout le temps, mais c'est les enjeux du PLH que nous construisons, mais c'était ceux déjà portés dans les deux PLH précédents, puisque le PLH que nous élaborons sera le troisième PLH de la métropole nantaise. C'est bien de produire du logement pour répondre aux besoins d'accueil de l'ensemble des ménages sur ce territoire. Et je rappelle tout le temps, produire du logement qui réponde aux capacités financières de chacun. Et là-dedans, tout de suite, on voit l'enjeu de la production du logement locatif social, mais aussi de ce qu'on a développé sur le territoire métropolitain que l'on appelle le logement abordable, l'accession abordable, en particulier pour les jeunes ménages, en particulier pour les primo-accédants. Et puis, la déclinaison, alors bien sûr, il y a la production du logement libre, et puis il y a surtout la déclinaison des offres de logement qui répondent à tous les temps de la vie, à tous les moments de la vie, à ceux qui cohabitent, aux jeunes qui soit poursuivent des études, ont besoin du logement étudiant ou qui deviennent des jeunes actifs, et puis à ceux qui un jour quittent le cocon familial et ont besoin de trouver un logement. Et c'est la construction de ce parcours résidentiel avec au début un jeune couple et puis après un jeune ménage, une famille avec des enfants. Et puis l'avancée dans la vie avec la production du logement qui répond aussi aux personnes vieillissantes, qui va de je retourne dans un logement plus petit, plus adapté, et puis qui un jour prenne en compte mes capacités de mobilité dans mon logement. Et puis après, c'est les équipements et les logements plus dédiés du type les EHPAD. C'est donc une attention particulière portée à une offre de logement qui réponde à tous les temps de la vie, qui réponde à toutes les capacités financières, à la taille des ménages, et puis bien sûr, une attention importante sur ce que moi j'aime rappeler souvent aux promoteurs immobiliers, c'est sur la qualité d'habiter. C'est-à-dire, on ne fait pas non plus du logement dont on se contente de faire des boîtes pour faire rentrer des gens dedans, et puis on leur met le minimum du service. C'est un des enjeux, ce que j'évoque là tout de suite en allant rapidement, c'est un des enjeux qu'on travaille actuellement dans le cadre du PLUM sur les aspects réglementaires. C'est-à-dire la qualité de vie et la qualité de production du logement. Peut-être que certains en ont entendu parler. Sur les règles que nous travaillons, on s'interroge beaucoup sur des logements qui soient traversants, avec des orientations au sud pour les pièces de vie, travailler sur l'épaisseur des bâtiments, se dire que les logements au rez-de-chaussée, il faut qu'on ait une amélioration de qualité, avec peut-être un logement plus haut. Alors on veut des rez-de-chaussée 1 mètre plus haut que les 3 mètres traditionnels. En même temps, ça peut assurer la réversibilité du logement, c'est-à-dire que le local puisse évoluer vers autre chose que du logement s'il y avait besoin. S'interroger sur des duplex, enfin des rez-de-chaussée avec un duplex, un logement rez-de-chaussée sur le rez-de-chaussée et un étage. Donc des réflexions qui vont transformer un peu les formes urbaines et conditionner la sortie des opérations. On travaille actuellement avec les promoteurs immobiliers, hein, on leur a renvoyé ces éléments. Ça peut un peu les interroger sur les conditions de sortie des opérations. Pour nous, c'est important parce qu'il en va derrière de la qualité de vie
dans ces logements, la qualité d'habiter des gens. Je dis dans le logement, c'est un élément important. Et puis, à un moment où on est dans le grand débat qui sort sur la transition énergétique, on a, je le rappelle, parce qu'on a aussi pris des orientations très fortes en matière de qualité de ces logements par rapport à l'inscription dans la transition énergétique. Donc des logements qui ne soient pas énergivores, qui soient bien isolés. Et on voit tout de suite, alors dans la production neuve, on voit bien ce que ça peut recouper et comment ça peut s'organiser. Il y a bien sûr tout l'enjeu au travers de nos politiques publiques, et ça nous ramènera au PLH, de celle de la rénovation de l'ancien et l'accompagnement de la rénovation dans des logements anciens. Alors que ce soit dans le privé, avec l'ensemble des outils qui sont à notre disposition, avec l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au travers d'opérations qu'on développe sur le territoire et qu'il convient de maintenir et de renforcer. Et moi, il est important que nous, les collectivités, on demande à l'État de pérenniser ses engagements financiers dans l'aide qu'il nous apporte au travers des politiques de l'ANA qui nous permettent d'intervenir auprès des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs dans le parc ancien. C'est l'enjeu des opérations, vous les connaissez, les OPA, les opérations d'amélioration de l'habitat. On en a eu sur Nantes, on en a encore actuellement sur Nantes, on en a une commune Nantes-Rezé, l'opération l'OPA Confluence, on en a une sur les bords de Loire, dans les communes de la Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, le Pèlerin, Couéron et Indre, sur la rénovation de bâtiments anciens. Donc des engagements importants qui sont traduits dans le PLH actuellement. Et puis bien sûr, toute une attention au travers de la politique nationale portée dans le cadre de l'ANRU, de l'amélioration des bâtiments anciens dans le locatif social, où il faut qu'on ait un travail important qui va coûter, qui va mobiliser beaucoup de moyens financiers, dans lequel on est engagé, dans lequel on sait qu'il y a des enjeux très très importants sur les prochaines années à venir. Donc voilà, à la fois tenir des objectifs quantitatifs, des objectifs d'adaptation aux besoins des ménages, je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis des objectifs qualitatifs. Je vous rappelle qu'on avait un PLH 2 qui était dans la temporalité 2010-2016. Il y a 2 ans, j'ai travaillé auprès des 24 maires à la prorogation de ce PLH. On l'a prolongé de 2 années et on l'a modifié. On l'a modifié pour intégrer de nouveaux objectifs quantitatif de production du logement, et vous les connaissez, c'est le cap que l'on s'est fixé sur la métropole nantaise de 6 000 logements neufs par an. Dans ces 6 000 logements neufs, un effort de solidarité important, 2 000 logements locatifs sociaux. Un tiers de la production du logement neuf à Nantes, c'est du logement locatif social, réparti sur l'ensemble des communes d'obligation et SRU du territoire métropolitain, mais j'ai envie de dire des 24 communes, parce que même les communes comme Saint-Léger-les-Vignes, Brin et Mauves-sur-Loire, qui ne sont pas d'obligation et SRU, sont engagées elles aussi dans la production du logement locatif social. Donc un effort de production important. 6 000 logements neufs, dont 2 000 logements locatifs sociaux, 1 400 logements abordables. Je me tourne vers Virginie, je ne me trompe pas. 1 300 à 1 400. Le logement abordable, c'est une part importante du logement, de l'accession abordable que l'on souhaite et que l'on développe sur ce territoire métropolitain. On sait déjà que ce produit qu'on a développé beaucoup à partir des années 2008, 2007-2008, les premières clés, vous savez, le PTZ, et on venait adosser des procédures au PTZ de la métropole pour aider les gens à devenir des primo-accédants. On sait qu'il a fonctionné parce que les données démographiques et les bilans, l'analyse démographique que l'on fait, et Hervé Patureau vous présente à ça, on sait qu'on a réussi à fixer des jeunes ménages sur nos territoires et faire en sorte que ces jeunes ménages qui fuitaient, qui allaient plus loin que la métropole sur l'aire urbaine, mais qui allaient dans la 4e, 5e, 6e couronne de la métropole nantaise, grossir les bourgs ruraux. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous les énumérer, je ne voudrais pas me fâcher avec mes collègues maires de ces communes, mais qui ont développé et puis qui ont fait de l'étalement urbain au travers de grands lotissements. Bon, on sait que ces jeunes ménages qui partaient à une époque, notamment dans les années 90, début des années 2000, aujourd'hui on a réussi à les maintenir.
maires, alors on le mesure très bien, et les maires, vous les avez entendus de la métropole nantaise, c'est nos équipements publics explosent, on n'a plus assez de place dans nos écoles, il faut qu'on les agrandisse, on a besoin d'équipements sportifs. Ça traduit bien le fait qu'on ait réussi à maintenir ces ménages sur l'ensemble du territoire métropolitain, parce que c'est pas que la première ou la deuxième couronne, c'est aussi la ville-centre qui a su les garder. Et donc, on a recapté des habitants sur notre territoire. Donc, un enjeu important du logement abordable. Et puis, le reste, bien sûr, c'est du produit libre qui répond à tous ces besoins. Donc, c'est vraiment, après, aussi la déclinaison de la construction de différents produits, d'un parcours résidentiel qui répondent aux différents moments de la vie. Une attention, bien sûr, à ce logement pour les modestes, les ménages modestes sur notre territoire. Et puis une réflexion sur la qualité des logements qui s'intègrent dans la transition énergétique, les problèmes de la nature dans la ville, tous ces éléments qui nous ramèneraient aujourd'hui au PLUM, mais que je reviendrai peut-être évoquer avec vous. Voilà les objectifs dans lesquels on est. Alors, aujourd'hui, où on en est, on a lancé en décembre 2016 donc, la révision de notre PLH2 actuel pour aller vers un PLH3. Vous l'avez là. Aujourd'hui, on est dans la phase diagnostique. On l'a conclu. On a pris acte d'un ensemble d'éléments diagnostiques de notre territoire, de la population, de comment elle a bougé, de qui elle est constituée, d'où viennent les gens. On a longtemps, et vous m'avez entendu dire que accueillir de nouveaux habitants, c'était répondre à l'objectif, répondre au fait qu'on avait ici un dynamisme démographique très fort et qui était porté par le solde naturel. Bon, c'était le cas sur les données chiffrées INSEE de la décennie précédente. L'analyse qui a été faite par Laurent, qui vous sera présentée, fait apparaître quand même qu'on capte, on recommence et on a recapté des gens qui nous viennent de l'extérieur de notre territoire et qu'il participe aussi à ce dynamisme démographique et qu'il convient, par la production du logement, accompagner ce dynamisme démographique qui, je le rappelle, va de pair avec le dynamisme économique et l'emploi. Alors, on est dans la période diagnostique. Là, le temps dans lequel on est maintenant engagé, nous les élus, au travers du comité de pilotage du PLH, c'est fixer les orientations stratégiques. Ce sera validé par le comité de pilotage de fin décembre de l'année. Et puis après, l'année 2018 et tout le début de l'année 2018 sera consacré à l'élaboration du programme d'action. L'arrêt du projet, vous l'avez, c'est prévu avril-juin 2018. En juin-avril 2018, on aura validé, enfin avril-juin, on aura validé, arrêté le projet, c'est-à-dire les grandes orientations avec les fiches actions, avec les procédures sur lesquelles on veut acter, agir. C'est la traduction qualitative des objectifs que je viens de vous donner, hein, comment on se met au travail. Tout ça, ça s'accompagne bien sûr d'échanges avec vous, par exemple, mais aussi, bien sûr, avec les bailleurs sociaux, c'est un élément important, avec les bailleurs sociaux, un peu la FPI et la promotion immobilière, puisqu'ils participent de leur manière aussi à cette production, avec des outils tels que l'outil ENL, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis, après, on aura une approbation avec des modifications, vraisemblablement, c'est calé en octobre 2018, et puis une approbation définitive de notre PLH, hein, je passe rapidement, au Conseil métropolitain de décembre 2018. Et à ce Conseil métropolitain de décembre 2018, j'aurai le plaisir et la joie, et à la fois de présenter le PLUM, l'adoption définitive du plan local de l'urbanisme métropolitain pour les 11 années prochaines, puisqu'on l'a calé jusqu'en 2030, et puis l'adoption du PLH, hein, du programme local de l'habitat. On aura aussi, à ce même conseil métropolitain, l'adoption de notre plan de déplacement urbain. C'est Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, qui s'occupe de ce volet-là. Mais vous voyez la cohérence de l'ensemble du projet. On respecte aussi l'esprit des lois Grenelle. Et je vous rappelle que ces trois documents que je viens d'évoquer, PLUM, PLH, PDU, sont tous les trois élaborés sur la même base, le même socle commun qu'est le PADD,
qui fixe ces grandes orientations. Ça nous amène à la deuxième diapositive, où on rappelle un peu les articulations avec les autres documents. Donc, je vais resituer au moins les grandes masses bleues. Vous savez qu'on a travaillé sur le SCOT, schéma de cohérence territoriale à l'échelle de notre pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. On a construit notre PADD, notre plan d'aménagement et de développement durable, qui fixe les grandes orientations de développement et d'aménagement de notre territoire en référence au SCOT. Ce PADD, bien rapidement, c'est ce socle du plan de déplacement urbain, le PDU, du PLUM et puis du PLH. Le PLH, lui, alors le PLUM, il est construit dans le cadre d'une perspective l'amenant jusqu'en 2030. Vous savez que le PLH, lui, réglementairement, il obéit à un certain nombre de règles sur une durée qui est de 6 ans. Alors on avait, dans la modification et la prorogation, prorogé notre PLH actuel qui faisait 2010-2016, on l'avait prorogé de 2 années, de manière à ce que le futur PLH, celui que nous travaillons actuellement, il soit calé, comme le législateur le souhaitait, dans la même temporalité que l'outil PLU métropolitain, PLU unique, dont on se dote et sur lequel nous travaillons. Voilà les articulations. Alors vous voyez autour, il y a d'autres éléments qui viennent s'imposer à nous. La directive territoriale de l'estuaire de la Loire, qui est la directive territoriale aménagement qui s'impose au SCOT, que le SCOT prend en compte. Vous avez en haut à gauche un rappel sur le schéma régional de cohérence air-énergie, le schéma régional climat, air, énergie qui s'impose aussi à nous dans l'élaboration de nos documents et qui se traduit sur notre territoire par un autre document sur lequel je suis passé rapidement, qui est le PCAET, le plan climat, air, énergie territorial. Nous en avons déjà un à Nantes Métropole, on a un plan climat, et dans le cadre de ces révisions, on révise aujourd'hui, en ce moment aussi, notre plan climat, air, énergie, territoire, qui aura une adoption commune et conjointe aux 3 éléments que j'évoquais, PADD, PDU, PLUM et PLH. Donc voilà comment s'emboîtent ces différents outils, comment ils sont réellement en lien avec les autres. Je vais passer à la page suivante. Alors bon, on va vous présenter, je laisserai les services Virginie Chaigne et puis Hervé Patureau vous présenter ça. Il y a eu un travail d'enjeu qui a été organisé autour de 6 pôles, 6 pôles qui vous sont présentés là. On retrouve un peu, vous verrez, il y a un peu des liens avec, vous savez, le développement durable, le soutenable. On a fait un travail de réflexion et d'analyse sur les populations, les ménages, l'innovation, l'offre de logement, le parcours résidentiel et les capacités financières des ménages, c'est important. Un regard sur le marché du logement sur notre territoire, et puis les politiques publiques et le projet de territoire, comment tout ça s'articule, quels effets ça a eu sur notre territoire. Ce qu'on a retenu, et c'est un certain nombre d'enjeux, mais qu'on avait déjà aussi fixés au regard des bilans, du regard que l'on pouvait porter sur ce qui s'est passé précédemment sur notre territoire. Les éléments que nous avons retenus au travers de différentes réflexions dans le comité de pilotage que j'anime sur le PLH, les voilà, je vais vous les livrer. Et on pourra éventuellement en discuter un premier temps d'étape sur ces orientations. Après, on reviendra sur les éléments du diagnostic. Garantir la cohérence des politiques publiques métropolitaines, habitat, emploi, transport, urbanisme. Vous retrouvez dans cette tendance, dans ce principe que nous souhaitons développer, des choses qui étaient déjà très marquées et très fortes dans les orientations du PLUM. On ne peut pas développer une politique de l'habitat sans avoir une réflexion sur le développement économique au service de l'emploi. Et il s'agit bien de travailler sur l'emploi, les bassins d'emploi, les lieux d'emploi, les caractéristiques des emplois. La problématique des mobilités sur notre territoire et donc du transport. Et puis les problématiques, bien sûr, d'urbanisme, ces lieux, comment on va développer, de quels outils on va se doter pour permettre le développement urbain que l'on souhaite au service de ce développement de territoire. Élaborer une stratégie d'intervention foncière au service de la politique publique de l'habitat, vous voyez bien l'enjeu qu'il y a derrière. Une des clés
du développement urbain du territoire et de son aménagement, c'est l'accès au foncier, c'est la maîtrise du foncier, c'est la maîtrise des coûts du foncier qui sont essentiels pour maintenir ou avoir des coûts de sortie d'opération qui soient soutenables et acceptables, et donc avoir une réelle action sur le foncier, et donc un engagement de la collectivité. Maintenir le cap de la production de logements à 6 000 logements pour répondre aux besoins de tous. En même temps, j'aime à rappeler que c'est aussi un moyen de permettre de maintenir les équilibres de production et de logements sur notre territoire. C'est maintenir notamment des prix raisonnables dans le marché locatif, dans le libre. C'est ce qui fait que, par exemple, quand la loi a permis aux collectivités d'engager un encadrement des loyers, bien, nous, à Nantes Métropole, nous n'avons pas retenu cette option-là. Je me souviens, avec Johanna Roland, on avait fait une conférence de presse pour expliquer qu'on n'activerait pas cela parce qu'aujourd'hui, sur la métropole, on a un prix moyen du mètre carré dans le libre qui est soutenable, qui est acceptable, à un peu plus de 10 euros. Je me tourne vers Virginie. 10-11 euros du mètre carré. Alors, c'est une moyenne. Hein, c'est une moyenne. Le prix du mètre carré dans le libre à Saint-Jean-de-Moiseau, il est moins élevé que dans la centralité du cœur historique de la métropole. Mais globalement, on est sur un prix moyen convenable, acceptable. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas encadré les moyens. Mais tout ça, les loyers, mais tout ça, c'est possible parce qu'on a une politique soutenue de production de l'habitat. C'est un élément important. Et puis, j'aime à dire, et je sais que les gens de la Fédération du bâtiment aiment bien quand je dis ça, mais vraiment, je ne m'y force pas, c'est que 6 000 logements neufs par an, un logement neuf, c'est 3 emplois. Bah, derrière 6 000 logements neufs, il y a 18 000 emplois. Et 18 000 emplois qui sont des emplois du territoire. Dont on sait qu'ils sont essentiels pour un certain nombre de ménages et qu'ils participent à l'activité sur le territoire. Poursuivre la diversification de l'offre de logement, différents produits, hein, j'évoquais de l'accession en ligne, mais du locatif social, de logements abordables. On a aussi besoin des investisseurs privés, il ne s'agit pas non plus de les rejeter, donc il faut les prendre en compte, des typologies, des formes différentes, du logement individuel, de l'intermédiaire, du collectif, et bien sûr tout ça organisé de manière cohérente sur notre territoire et en fonction des caractéristiques de ce territoire. On ne fait pas la même chose dans une commune de la deuxième couronne que dans l'hypercentre-ville. Ça paraît une banalité, mais je tiens à le redire, au moment où on construit le plume avec les maires, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est souvent mis en discussion. Hein, conserver les caractéristiques propres de son territoire. Il y a des gens ici qui savent de quoi je cause. Renforcer la réponse en matière d'accession abordable pour favoriser la fluidité des parcours, ralentir la fuite des ménages hors de la métropole, ce que j'ai déjà évoqué, à travailler sur des gammes de produits différentes, parce que le logement abordable, c'est dans du logement collectif, hein, c'est un appartement, mais ça peut être aussi de la maison de ville, ça peut être de la petite maison sur des petits fonciers, sur des communes comme la mienne en deuxième couronne. Assurer l'égalité d'accès au parc de logements sociaux métropolitains et renforcer la fluidité des parcours dans la métropole, eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on a travaillé avec les maires dans le cadre toujours de l'habitat et du PLH, c'est la mise en place de la conférence intercommunale du logement et puis tout le travail que nous avons conduit sur la politique de peuplement et puis toutes les règles qu'on met en œuvre conformément aux lois, aux nouvelles règles législatives de transparence sur l'accès au logement et la fluidité d'accès à ce logement. Poursuivre les efforts de production du logement social en termes de quantité et de qualité sur l'ensemble du territoire, améliorer la connaissance du parc existant social et privé, en particulier avoir une attention sur les copropriétés, les lotissements vieillissants de la métropole, et puis poursuivre les dispositifs qui concourent à l'amélioration énergétique des logements et à l'adaptation aux besoins. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les opérations publiques d'amélioration de l'habitat, les OPA, et puis le PIG, le projet d'intérêt général Habiter mieux, qui se applique à tout le territoire, qui vise l'amélioration des logements anciens, l'adaptation aux personnes à mobilité réduite, travailler, supprimer la baignoire pour mettre des douches, enfin vous voyez toutes ces actions d'accompagnement, la rénovation thermique de ces bâtiments, ce que j'évoquais tout à l'heure, ça ce sont des engagements importants. Lotissement vieillissant, on a sur ce territoire métropolitain beaucoup de lotissements qui ont été construits dans les années 70. On sait aujourd'hui qu'il y a des mutations et ce sont autant de réservoirs
de logements qui peuvent accueillir notamment des ménages et des jeunes ménages, mais il y a une attention à porter à ces lotissements et tout un travail à faire avec les élus sur les mutations dans ces quartiers. Accompagner les évolutions démographiques, vieillissement de la population, augmentation du nombre d'étudiants, on y reviendra tout à l'heure, développer des réponses aux besoins spécifiques non couverts, et on peut s'intéresser à des types de logements qui répondent à des besoins sur lesquels aujourd'hui on n'est pas organisé, on n'est pas bien en ordre de bataille. Et puis poursuivre les expérimentations en accompagnant les évolutions techniques, sociétales pour satisfaire davantage les besoins. Il y a là-dedans des choses qu'on développe autour du logement, l'habitat participatif. On évoquait tout à l'heure l'immeuble qui se construit avec le robot, enfin le logement qui se... Enfin bon, que ce soit dans le domaine technique, dans les avancées sociétales, les modifications de comportement ou d'envie, d'accompagner ces éléments-là. Voilà, voilà, rapidement brossé, enfin je sais pas, j'étais un peu bavard, mais j'ai détaillé l'ensemble de ces tendances, de ces principales tendances que l'on va retrouver, qui sont les enjeux du futur PLH que nous avons à construire, répondre à l'ensemble de ces questions. J'aurais pu évoquer sur ces logements adaptés la place que l'on fait aux personnes des gens du voyage, la réflexion que l'on a à avoir avec les associations des gens du voyage, le phénomène de besoin de semi-sédentarisation vers lesquelles vont ces populations et qu'il convient d'accompagner, au-delà des aires d'accueil, trouver des situations, répondre à ces besoins, alors qui sont pour certains peut-être plus marginaux que l'accès au logement social, mais qui pour autant ont leur importance sur le territoire. Voilà ces grands enjeux. Ok, je propose qu'on passe au diagnostic tout de suite et qu'on concentre les questions plutôt à la fin. Hein ? Non, je suis en direct, je peux pas me permettre. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hervé Patureau, je suis directeur Habitat, Démographie et Planification à l'Agence d'urbanisme de Nantes. Il faut bien coller le micro, hein, parce qu'autrement... On m'entend pas assez. Ou parler plus fort. Et du coup, on a effectivement travaillé beaucoup à la production d'éléments de diagnostic qui nous ont permis à identifier les tendances qui viennent de vous être présentées. Et ce que je vais vous proposer, c'est finalement de vous représenter, on va dire, le travail en sens inverse, à savoir à partir de ces éléments, de ces enjeux, quelles ont été les tendances du diagnostic qui nous ont permis d'illustrer ces phénomènes-là et d'aboutir à la formulation de cet enjeu. Il est entendu que le travail qu'on a réalisé est nettement plus important, mais ce qui comptait, c'était vraiment de montrer l'esprit et de rapporter vraiment l'ampleur des phénomènes dans une formule qui reste présentable. Premier enjeu qui a été évoqué, c'est la question de garantir la cohérence des politiques publiques métropolitaines, habitat, emploi, transport, urbanisme. Monsieur Pral l'évoquait, très clairement, il y avait l'idée d'un recentrage du développement urbain et que c'est des phénomènes aussi qui sont liés avec les dynamiques économiques. Là, sur cette carte, vous avez, pour les grandes métropoles, on va dire, l'évolution de l'emploi dans la sphère productive et dans la sphère présentielle. Donc, qu'est-ce que c'est ? La sphère productive, c'est les emplois, on va dire, qui sont liés à la fabrication de produits et surtout à leur export vers l'extérieur. La sphère présentielle, c'est toutes ces activités qui sont liées à ces emplois qui permettent de satisfaire les besoins de population en place ou en tout cas qui viennent sur le territoire. Et donc du coup, on voit bien, là vous avez sur la droite les courbes qui l'illustrent, que c'est les emplois en matière de services aux particuliers, de construction BTP, donc les 18 000 emplois, ils s'y retrouvent aussi là-dedans, et le commerce de détail, etc., qui ont fortement progressé sur le territoire et qui permettent aujourd'hui à la métropole de Nantes d'avoir ce profil atypique et d'avoir une production équivalente en emploi productif et emploi présentiel. Et que ces dynamiques-là ont un effet aussi sur les dynamiques démographiques, dans la mesure où les emplois qui sont créés sur le territoire ne sont pas pourvus qu'à des locaux. Des fois, il y a aussi une main-d'œuvre, ou en tout cas des personnes qui viennent pour occuper ces emplois et qui viennent aussi développer l'activité et les familles aussi sur le territoire. Vous ne voyez pas avec la scène, mais pour vous qui
qui vous intéressez sans doute à ce qui se passe dans les autres agglomérations, en dehors de Toulouse, la métropole nantaise, avec Toulouse, sont les seules métropoles de France qui ont une évolution de leurs emplois présentiels et de leurs emplois productifs et qui arrivent à maintenir cet équilibre. Alors, 6,1, 6,2 pour Nantes, Toulouse 8,9, 7,5, alors que toutes les autres métropoles génèrent des déséquilibres et perdent des emplois dans un domaine. C'est important hein, parce que ça dit des choses aussi du développement de ce territoire, à la fois dans l'emploi puis à la fois dans le développement démographique. Donc ça, c'était pour illustrer, on va dire, le lien avec le développement économique du territoire. Et il y a aussi le lien finalement avec l'offre de transport, où là, il y avait l'idée d'illustrer ça avec l'illustration donc des projets de construction par rapport au secteur desservi par les transports en commun performants. Et donc du coup, il y a une articulation effectivement à trouver, et c'est tout ce que disait M. Prat avant, donc je ne vais pas non plus m'étaler dessus, entre le développement économique, le développement d'une offre de transport, l'urbanisation du territoire et la politique habitat pour garantir une cohérence de la stratégie de développement du territoire. Concernant la stratégie d'intervention foncière. Comme tu veux. Sur ce volet de la stratégie d'intervention foncière, M. Prat évoquait tout à l'heure les différents travaux qui ont pu être engagés à la fois autour du PLUM, du SCOT, avec des collectivités qui ont opéré aujourd'hui un recentrage du développement urbain avec le souci de lutter contre l'étalement urbain et la consommation d'espace. En élément de diagnostic, ce qu'on a pu apporter, c'est qu'entre 2004 et 2012, c'est l'équivalent de 174 hectares par an qui étaient consommés sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, parmi lesquels l'habitat a représenté 60 hectares par an. Donc c'est l'équivalent de 60 terrains de foot qui peuvent être consommés chaque année pour de l'habitat. Donc tout le travail aujourd'hui conduit autour du PLUM, c'est de travailler à une réduction de cette consommation d'espace. Avec des objectifs de réduction qui sont inscrits dans le PLU métropolitain. Et pour les atteindre, tout l'enjeu d'une politique, d'une stratégie foncière se développe. On l'a illustré notamment au regard des opérations publiques d'aménagement, puisque Nantes Métropole a pris la compétence sur les opérations publiques d'aménagement en 2010, lors de l'approbation du PLH2. Ces ZAC, c'est un vrai levier pour la métropole pour mettre en œuvre les objectifs de mixité du PLH. Entre 2010 et 2013, les opérations publiques d'aménagement, elles ont représenté 37% de notre production de logements sociaux, 24% de la production de locatifs abordables et 75% de la production d'accession abordable. Donc on le voit, c'est un vrai outil de diversification de la production, mais c'est aussi un outil qui a permis à la collectivité de peser sur les prix du libre, puisque ce qu'on voit, c'est qu'y compris dans les logements libres qui sont produits dans les opérations publiques, on a des prix qui sont nettement en deçà des prix du marché en diffus, entre 400 et 700 euros moins cher au mètre carré que la production qui peut être réalisée en diffus. Donc c'est aussi un outil pour nous, pour la collectivité, pour peser sur les prix du diffus. Et puis la petite cartographie, ce qu'elle vous montre, notamment en violet, ce sont les secteurs de ZAC en projet. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la chance dans la métropole d'avoir dans la centralité et à l'intérieur du périphérique des réserves foncières importantes qui vont nous permettre pour les prochaines années d'asseoir une production de logements et de poursuivre cette dynamique de production qu'on vous a citée tout à l'heure. On le garde pour plus tard. Autre enjeu, c'était l'enjeu donc de maintenir le cap de production à 6 000 logements pour répondre aux besoins de tous et aux enjeux démographiques dont on a pu parler un petit peu avant. Donc les courbes un petit peu qui permettent d'illustrer le phénomène. Nantes Métropole en 2014, dernier chiffre de l'INSEE, c'était 620 000 habitants arrondis, ce qui représente une augmentation de près de 40 000 habitants par rapport à 2009. Ce qui n'est pas neutre et ce qui effectivement en termes de marché du logement doit pouvoir être absorbé. D'autant plus que sur le territoire, on a la particularité d'avoir un niveau de vacances extrêmement faible et de plus en plus faible. Je ne sais pas si dans vos proches vous avez des personnes qui cherchent à louer un logement, c'est extrêmement compliqué et donc ça renvoie bien à cette idée d'augmenter l'offre pour pouvoir accueillir tout le monde.
Donc voilà, et que cette croissance démographique s'est recentrée. Donc là, c'est plutôt le graphique du bas. En bleu, vous avez l'évolution du nombre de logements par période, de population, pardon, par période, et en distinguant Nantes Métropole en bleu et la couronne périurbaine en rouge. Ce qu'on voit, c'est que finalement, 99-2009, il y a eu un petit recul de la production de la métropole, mais que finalement, 2009-2014 a vu une bonne augmentation de l'augmentation de la population, sans pour autant que la couronne périurbaine ne se développe plus, même si elle se développe un peu moins. On a réussi à limiter les flux sortants. Ces ménages qui arrivent à rester sur le territoire. Et donc si on remet ça en perspective, finalement, là je vous invite à regarder l'évolution 75-2014, on voit bien que depuis plusieurs décennies, on est bien sur un territoire de plus en plus dynamique et de plus en plus attractif, hein, d'un point de vue démographique. Que du coup, par rapport à ces éléments-là, l'évolution de la production de logements et des objectifs de PLH successifs ont permis de suivre ces évolutions démographiques et d'y répondre, pour répondre aux besoins de tous. Donc on est bien sur une production de logements qui progresse et dont un objectif à 6000 tend à permettre d'accueillir tout le monde. Donc je vais passer assez rapidement sur cette répartition d'un point de vue qualitatif de la construction. Ça a déjà été dit, les 6000 logements et les 2000 logements sociaux. Là aussi, je peux passer finalement assez vite. C'était l'idée d'illustrer l'impact que ça avait, et c'était pas neutre, sur les équipements du territoire, en l'illustrant avec les écoles. Sur la carte en haut, vous avez l'évolution 2002-2009 du nombre, des effectifs scolaires de primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire. En bleu, vous avez les secteurs à l'iris où on avait une baisse d'effectifs. Et en orange, les quelques ronds orange qu'on aperçoit, c'était les secteurs où on avait une augmentation d'effectifs. Si on regarde sur la période 2009-2016, on voit bien, et je pense que c'est très net, que les effectifs progressent pratiquement partout, ce qui pose des questions, clairement, ça s'organise, mais qui renvoie à cette atteinte d'un objectif qui était fixé de permettre aux ménages qui le souhaitent de rester dans la métropole. Et que ça a eu l'impact, effectivement, là ça renvoie aux courbes, de limiter l'évolution des effectifs scolaires en couronne périurbaine, et que à partir de, on peut le dater, au carbone 14, 2008-2014, on a bien les effectifs scolaires qui ont progressé sur la métropole à partir de là. Autre enjeu, poursuivre la diversification de l'offre de logement, produits, typologie, forme. Donc là, ça renvoie à la diversité des logements produits. Donc pour 620 000 habitants, on a un parc de logements de 312 000 logements en 2013, qui étaient les dernières données disponibles. Cette augmentation du parc, ça représente une évolution annuelle de 1,7% du parc de logement chaque année. Par rapport à ça, tout n'augmente pas au même rythme. On a les propriétaires occupants qui ont progressé à 1,2% chaque année. On a les locataires du parc social un peu plus, 1,3%, mais on a eu un développement assez important du parc locatif privé, qui est cohérent finalement avec ce développement économique et démographique du territoire. Il y a besoin d'avoir un logement pour se poser et s'installer et construire son parcours sur le territoire. Et donc c'est une orientation majeure, on va dire, pour la politique métropolitaine que d'assurer une augmentation de l'ensemble des segments du parc de logement pour répondre aux besoins sur l'ensemble des segments qui sont utiles pour la réalisation d'un parcours résidentiel, et pas qu'il y en ait un qui soit délaissé par rapport à un autre. Cette production de logements sur Nantes, quand on la regarde justement d'un point de vue qualitatif, comment elle s'est produite entre le logement social en bleu, ou plutôt dans les teintes bleues, on y retrouve le logement social classique, et en bleu ciel, le PLS dédié, donc ce qui est la production PLS, voilà. Là, il y avait aussi cette idée donc de la promotion immobilière et de la construction neuve qui apparaissait plutôt en rouge,
donc promotion immobilière en rouge foncé, et les terrains à bâtir, parce que finalement c'est aussi dans l'idée de construire un logement dessus, qui apparaissent en rouge clair. Ouais. Et la promotion immobilière avec cette part de la production liée aux investisseurs en orange. Quand on regarde donc là vous avez l'évolution en volume et la répartition. Quand on regarde cette répartition et cet équilibre, finalement, la promotion investisseur ne représente qu'un tiers de la production de logement, qui a un autre tiers qui est lié à de la production immobilière hors investisseur et à la construction de terrains à bâtir, y compris dans les secteurs diffus où il peut y avoir une évolution des lotissements. Et de la construction de logement social qui représente un dernier tiers. Donc on a eu sur cette dernière période plutôt un équilibre des différents segments les uns par rapport aux autres. Et que face à cette réponse en volume et en progression des volumes, ça a permis beaucoup de choses, à savoir, je vais peut-être illustrer plutôt avec le graphique en bas. Non pas que ce soit le plus passionnant à commenter, mais je trouve quand on parle de stabilité des prix, là pour le coup ça se voit bien. Les prix sur Nantes, le loyer au médian au mètre carré est de 11 €. Il y a finalement assez peu d'écart avec les territoires hors Nantes sur le reste de la métropole qui s'établissent autour de 10,8 € du mètre carré. C'est des choses qu'on suit chaque trimestre. Il en est de même au premier trimestre 2017. Et donc du coup, cette réponse de l'offre a permis de faire face à l'augmentation de la demande. Et donc d'un point de vue équilibre des marchés, ça a eu des impacts. Et que la promotion privée, en tout cas les ventes selon le statut des acquéreurs, contribuent aussi à accueillir différents publics. Justement, ces publics, c'est une diapo qui permet d'illustrer la nécessité de produire une offre diversifiée pour répondre à la diversité des besoins des ménages. Là, vous avez de manière pas forcément très lisible, donc on va plutôt commenter la partie de droite, les différents profils résidentiels des ménages. Donc avec cette idée des personnes seules, le jeune étudiant, des cohabitants, le jeune actif qui s'installe sur le territoire, ou l'actif confirmé qui reste toujours tout seul dans son logement, mais qui s'installe sur le territoire au gré des opportunités professionnelles qui peuvent arriver. On voit bien que sur la métropole qui apparaît en bleu, c'est ces ménages-là qui ont le plus fortement augmenté. Là, c'est les actifs confirmés, donc âgés de 40 à 64 ans. L'augmentation, vous l'avez en faisant l'écart entre la couleur en plein, ce qui représente les chiffres en 2008, et le contour en bleu, ce qui représente les chiffres en 2013. Vous avez l'évolution aussi 2008-2013. Donc beaucoup d'augmentation de ménages seuls sur la métropole, mais aussi une augmentation de l'ensemble des autres ménages, que ce soit les couples, quel que soit leur âge, et aussi les familles avec enfants, quel que soit l'âge des enfants, qui ont aussi progressé sur le territoire de la métropole, ce qui est une spécificité par rapport à d'autres métropoles qui n'arrivent pas à avoir cette progression de tous les types de ménages sur leur territoire. Et donc finalement, si on a beaucoup de ménages d'une personne qui apparaît sur le territoire, c'est bien ça qui fait que la taille moyenne des ménages, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes par logement, diminue. C'est pas qu'il y a des familles moins nombreuses, c'est qu'il y a de plus en plus de familles, de personnes d'une personne, de ménages d'une personne. Pardon. Du coup, il y a un autre élément qui est renvoyé à... ça, c'est une carte sur les revenus des ménages sur le territoire de la métropole. Les capacités financières des ménages, c'est des choses qu'on a appréciées aussi dans les éléments de diagnostic. Cette petite carte est là pour illustrer qu'en fonction des secteurs et des territoires, on avait une grande diversité sur la métropole de niveau de revenus et que au gré des opérations locatives sociales qui se sont réalisées et des efforts qui sont poursuivis encore aujourd'hui pour continuer à développer l'offre locative sociale, on avait une population modeste qui restait présente et qui se développait aussi malheureusement dans la métropole. Malheureusement pour le fait, c'est pas qu'elle se développe, mais c'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes modestes. Et donc il faut pouvoir aussi trouver des réponses pour ces ménages-là et aussi avoir une offre diversifiée et abordable et diversifiée sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins de l'ensemble des ménages. Autre enjeu,
Je continue d'avancer, mais c'est bien dans l'objectif finalement de vous présenter l'ensemble des éléments et d'avoir les temps d'échange et de questions-réponses sans problème dans la foulée. Il y avait l'idée de renforcer la réponse en matière d'accession abordable par rapport à cette fluidité. Donc tous les éléments sur la typologie des ménages, leur niveau de revenus sont essentiels pour pouvoir définir une stratégie à ce niveau-là. Et donc sur ces aspects-là, on a illustré avec, là encore, mais peut-être que c'est des éléments qui pourraient être transmis pour que vous puissiez les lire plus attentivement. Hein. On a des impressions du document. On a les éléments que vous pourrez consulter. Finalement, c'est toujours cette idée donc, des ménages d'une personne, des couples, des familles selon leurs différents statuts, quels sont les types de logements qu'ils occupent sur le territoire, quels sont les logements finalement qui répondent à leurs besoins et quels sont les statuts d'occupation qu'ils ont dans leur diversité et la diversité qu'ils arrivent à avoir au sein d'un profil. Finalement, le jeune étudiant, lui, il est surtout locataire du parc privé. Malgré toute l'offre spécifique qui peut exister en logement étudiant, enfin en offre Crous ou ce que vous voulez, et que donc du coup c'est des éléments de programmation importants à avoir à l'esprit. Et derrière, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de revenus. Et donc, on est en train d'approfondir cet aspect-là parce que les réflexions et les travaux du PLH continuent pour atterrir sur des phases d'orientation les plus pertinentes possibles sur cette idée de comment produire les logements plus diversifiés et comment faire en sorte que les logements diversifiés qui seront produits soient effectivement compatibles avec les niveaux de revenus des ménages pour lesquels ils sont plutôt conçus. Donc on poursuit la réflexion sur ces aspects-là. Et donc il y avait cette idée d'apprécier ça aussi par rapport aux différents segments qui étaient plus ou moins accessibles aux différents ménages. Et donc je vais laisser Virginie présenter ça, mais c'est la même idée. Oui, c'est la même idée finalement. Quand on regarde un jeune isolé, quel est son revenu, quelle est sa capacité à bénéficier d'une APL, s'il en dispose, à combien ça le solvabilise, avec toutes les évolutions qui peuvent exister. Et donc on adaptera en tant que de besoin. Voilà. La politique de l'habitat est une politique vivante. Il faut savoir s'adapter aussi. Et du coup, on a essayé d'apprécier, en fonction donc des types de ménages, quels sont les types de logements dans les différents segments de logement sur lesquels ils arrivent à se positionner ou pas, pour essayer d'identifier finalement dans ce maillage et cette continuité du maillage qui est nécessaire d'assurer sur un territoire, quels sont les endroits sur lesquels la collectivité peut avoir un effort plus précis en matière d'accompagnement et de développement de l'offre et tout ce qui est nécessaire. Donc c'est ce qui est illustré ici. En vert, en gros, c'est les types de logements qui peuvent être accessibles et qui correspondent aux besoins des ménages. En jaune, ça commence à être difficile et en rouge, c'est pas possible. Et donc on l'a fait avec cette appréciation des niveaux de revenus des ménages. Pour tous les ménages n'ont pas les mêmes niveaux de revenus. Et donc pour au sein de chaque type de ménage, avoir cette approche aussi nuancée en fonction de la diversité des revenus d'un même type de ménage. Là je peux peut-être laisser... Donc justement, cette approche sur les revenus des ménages et l'offre du marché, elle nous a aussi permis de nous interroger sur l'offre de logements abordables telle qu'elle est définie aujourd'hui dans la métropole. Monsieur Prat vous le rappelait. Le PLH a identifié comme ses enjeux et ses axes d'intervention le besoin de développer une offre de logement en accession abordable pour les ménages qui peinent à accéder au marché du locatif libre dans la métropole et qui étaient plutôt contraints de s'éloigner de la métropole. On avait encadré ce logement abordable en fonction des revenus des ménages qui avaient des revenus équivalents à 2,5-3 SMIC. Donc on était plutôt parti des revenus des ménages et du budget qu'ils pouvaient consentir à l'acquisition d'un logement pour encadrer ces prix. Donc on avait défini en 2007-2008 un prix de vente de 2400 à 2500 euros du mètre carré. C'est une politique qui a été développée largement dans nos opérations publiques. Et au constat, ce qu'on peut voir, c'est que cette offre, elle a permis de répondre à des ménages issus du parc social pour 20% d'entre eux. Des locataires du parc privé, c'est une offre qui a permis de répondre à différentes typologies de ménages, des jeunes de moins de 30 ans,
mais aussi des ménages de plus de 40 ans, des personnes isolées, des familles, et puis à 93% des ménages issus de la métropole. Et pour ceux qui seraient issus d'autres territoires, c'était majoritairement des ménages qui résidaient dans la couronne périurbaine. Donc une offre qui a permis largement de répondre aux besoins de ces ménages. Et quand on voit sur le graphique du bas, en bleu, vous retrouvez le prix moyen de vente des logements abordables, 2400-2500 €, un prix qu'on a maintenu encadré depuis 2007, depuis qu'il a été défini. Et à côté, les prix des logements libres, avec un prix moyen des logements libres dans la métropole qui s'établit aujourd'hui autour de 3800 € du mètre carré. Donc un écart qui est croissant entre ces prix de l'accession abordable et du marché libre. Donc qui montre tout l'intérêt de développer une offre abordable dans la métropole, mais qui, pour le prochain PLH, nous interroge aussi sur un segment intermédiaire, puisqu'on a entre cette accession abordable et le marché libre, peut-être des ménages qui peuvent passer dans les mailles du filet. Et on voyait sur le graphique tout à l'heure qu'effectivement, certains ménages qui sont au-dessus des plafonds du logement abordable défini dans la métropole peuvent eux aussi peiner à accéder à la propriété. Donc des réflexions qui seront posées dans les orientations du PLH sur un produit intermédiaire. Et puis aussi sur les outils, puisqu'il y a de nouveaux outils qui sont à la disposition des collectivités. Et vous avez sans doute entendu parler des organismes de foncier solidaire, qui sont un autre moyen de produire du logement abordable et qui pourront être interrogés aussi à cette occasion. Qui sont un moyen d'accéder, qui peuvent être un moyen d'accéder à la propriété et de devenir aussi soi-même propriétaire. L'un des enjeux, on voit bien que notre politique portée depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur le territoire métropolitain, sur la production de logements en accession abordable, elle fonctionne, elle a porté des résultats importants, mais c'est vrai que, enfin, moi je suis très attaché parce que la donnée, l'analyse de ces chiffres peuvent nous amener à s'intéresser à ces gens qui sont juste au-dessus de ces niveaux d'accession au logement abordable et qui ne peuvent pas se payer, je le dis souvent comme ça cruellement, qui n'ont pas les moyens de se payer du 3500 € du mètre carré dans la ville, dans un logement. Alors je ne parle pas du 4000, 5000, 6000 qui peut exister sur certains points de ce territoire. Bon, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans des maisons de toit en bordure de Loire, mais vous voyez, donc il faut qu'on réfléchisse, c'est un des enjeux de ce PLH, à cette accession à la propriété pour les ménages médians, vous voyez, qui sont au-dessus des règles du logement abordable, mais qui ont légitimement pourraient trouver place sur notre territoire, en tout cas dans la centralité. L'enjeu suivant, c'est d'assurer l'égalité d'accès au parc de logements sociaux métropolitains et d'assurer la fluidité des parcours résidentiels dans la métropole. Vous le savez, on est un territoire tendu avec une demande locative sociale importante et qui cesse de progresser depuis 2011. On a 28 000 demandeurs, presque 29 000 au 1er janvier, qui sont inscrits sur le fichier commun de la demande. 30% qui sont déjà logés dans le parc social et qui veulent acquérir un nouveau logement. Et puis on a 17 000 demandes de ménages qui sont extérieurs au parc social et qui souhaitent y accéder. Dans le même temps, le PLH avait fixé des objectifs de production de logements sociaux importants. Monsieur Prat évoquait 1800 à 2000 logements sociaux, ce qu'on atteint déjà depuis plusieurs années. C'est des livraisons importantes chaque année qui permettent de satisfaire la demande avec une satisfaction qui augmente. Environ 6500 attributions chaque année dans le parc social et un taux de vacances qui reste très faible, encore plus que dans le parc privé de ce point de vue-là. Il se rapproche. Derrière ces demandeurs, tous les travaux qu'on a pu conduire autour de la conférence intercommunale du logement, ça a été d'identifier quels ménages sont les plus contraints dans leur parcours résidentiel. Et effectivement, on a observé que certaines demandes étaient mieux satisfaites. C'était notamment la demande des familles, des jeunes ménages, notamment les ménages des cohabitants, pour lesquels il y avait une entrée dans le parc social qui était un peu plus rapide, un peu plus facile, ou les ménages qui sont en situation de précarité, puisque le contingent préfectoral crée des filières d'accès plus rapide au logement social. Et à l'inverse, il y avait des demandes qui étaient moins bien satisfaites. Alors, en premier lieu, les demandes de mutation, puisqu'on a, je vous disais, aujourd'hui 40% de demandeurs qui sont déjà logés dans le parc social, c'est seulement 33% de la demande satisfaite. Donc, un enjeu fort de mobilité au sein du parc, pouvoir satisfaire les parcours résidentiels des ménages déjà logés dans le parc social. C'est aussi la demande des personnes seules,
qui ont une difficulté plus grande d'accès au parc social. C'est notamment lié à la typologie du parc. On a moins de petits logements. Les personnes âgées de plus de 65 ans qui de plus en plus s'inscrivent dans le fichier commun de la demande. Et puis les ménages avec des très faibles ou une absence de ressources. On a aussi regardé l'accès, la possibilité de sortie du parc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un enjeu à travailler autour de la sortie du parc. On évoquait tout à l'heure le logement abordable ou la vente HLM, qui sont aussi un moyen pour les ménages logés dans le parc social d'avoir un parcours résidentiel. Derrière cette question, ce qu'on a pu regarder, c'est aussi sur les typologies de logements. On a un parc social qui se caractérise par rapport au parc locatif privé par des typologies plus grandes. On a 39% de T3 et 25% de T4 dans le parc social. Un taux de rotation qui est très faible sur les grands logements. Voilà, pas de grande découverte, et une demande locative sociale qui se concentre plutôt sur des petites typologies. On a 34% des demandeurs qui veulent un T2. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'on a une tension importante qui s'exerce sur les petits logements T1, T2, et sur les très grands logements, là où il y a peu de rotation, T5 et plus. Donc sans doute un enjeu à travailler plus finement demain sur les typologies produites dans le parc social. Et puis, on a aussi, sur nos 28 000 demandeurs de logement social, aujourd'hui logés, une majorité de personnes seules et de familles avec enfants, et une part plus importante dans les demandes de mutation de familles avec enfants dans les demandes de mutation. L'autre sujet, quand on parle du parc social, au-delà de la typologie, c'est aussi les niveaux de loyer. Ce qu'on note, c'est que les demandeurs sont de plus en plus précaires dans le parc social. Aujourd'hui, 74% des demandeurs peuvent prétendre à un logement très social. Et dans la métropole, seuls 63% des logements sociaux sont accessibles. Seuls dans les logements accessibles dans la métropole, la majorité aujourd'hui sont regroupés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et tous les travaux de la conférence intercommunale du logement ont retenu comme orientation la nécessité de pouvoir exercer un parcours résidentiel et d'ouvrir le parc social de l'ensemble de la métropole à tous les demandeurs, y compris les plus précaires, avec un enjeu de permettre aux ménages qui sont logés dans les quartiers prioritaires de pouvoir accéder au reste de la métropole. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que ce sont bien ces quartiers qui concentrent le parc le plus accessible. On a eu ce mot, et la présidente a eu ce mot de dire les plus précaires ne sont pas assignés à résidence. Et ce que tu es en train de vous dire, non, mais Virginie, c'est que dans les gens qui sont dans la situation les plus précaires, l'accès au logement le plus aidé, enfin le plus facile pour eux financièrement, il est déjà dans les quartiers de la politique de la ville. Donc on voit, on reconcentre de la difficulté au même endroit. Et donc l'un des enjeux de la politique de peuplement, c'est que chaque commune de ce territoire prenne sa part aussi dans la prise en compte de l'accès de ces ménages très précaires sur l'ensemble du territoire, sans créer de poche, sans créer de difficultés supplémentaires, mais d'avoir un regard particulier là-dessus. Et donc c'est vrai qu'en termes d'enjeux pour le PLH aujourd'hui, c'est les loyers sont un facteur important. Vous le savez, les loyers du parc social, ils sont différenciés suivant l'âge de construction et le mode de financement de l'époque. Donc on le disait, des quartiers prioritaires qui ont des logements plus accessibles. Et en dehors des quartiers prioritaires, on a seulement 33% des logements sociaux qui sont accessibles aux ménages les plus précaires. Quand on dit accessible, c'est que le niveau de loyer est couvert à 100% par l'APL, toujours actuel. Et le parc neuf, même si on développe dans le parc neuf du logement très social, il peine néanmoins à contrebalancer ce déséquilibre géographique qu'on peut avoir aujourd'hui dans le parc. Donc ça interroge sur tout ce qu'on peut entendre autour de la nouvelle politique des loyers et la refonte des loyers dans le parc. Et donc ça interroge bien sûr la production et les efforts à poursuivre en matière de production de logements sociaux, en termes de quantité et de qualité. Monsieur Prat évoquait l'engagement de la métropole volontariste dans la production de logements sociaux. On a inscrit un objectif de 2000 logements sociaux annuels.
Néanmoins, la métropole, elle reste globalement en situation de rattrapage par rapport aux obligations réglementaires. La loi Duflot, qui est venue porter une obligation de 25% de logements sociaux dans les communes. Sur les 21 communes en situation de rattrapage, on en a 2 dans la métropole qui dépassent le seuil réglementaire des 25%, c'est Nantes et Saint-Herblain. On l'a après, pardon. Et l'ensemble des autres communes soumises à l'application de la loi SRU sont aujourd'hui déficitaires par rapport à cette obligation. Le taux moyen de la métropole, il est aujourd'hui de 21,9% de logements sociaux. Pour que vous ayez une idée du nombre de logements qui manquent, si demain matin, on voulait être... Si demain matin, la métropole voulait être à l'objectif qui lui est assigné des 25%, vous voyez, Virginie vient de dire 21,9%, aujourd'hui de moyenne, en prenant en compte le fait que c'est parce que Nantes et Saint-Herblain sont bien au-dessus du 25 et ont des valeurs absolues en logement qui sont très importants. Malgré tout, si demain matin on veut être en rendez-vous des 25%, dans la nuit, là, on a 13 000 logements à construire. 13 000 logements locatifs sociaux. Donc, il va falloir faire marcher l'imprimante, oui. Ah ouais, ça va chauffer. Donc on a un enjeu de rééquilibrage territorial pour permettre justement de rééquilibrer, combler ce retard. Vous le voyez sur les graphiques, la production de logements sociaux, elle a fortement progressé dans la métropole. Néanmoins, dans la période récente, le marché libre a aussi été fortement dynamique. Et globalement, derrière cet objectif de 33% de logements sociaux dans la production, on a été plutôt en taux en dessous, puisqu'on avait un marché du libre dynamique, des divisions parcellaires qui étaient aussi importantes et qui ont limité la capacité d'atteindre les objectifs en termes de taux de production dans la métropole. Les maires des 24 communes évoquent souvent le fait que, en particulier première et deuxième couronne, les divisions parcellaires qu'on évoque souvent dans le diffus, eh bien, viennent tirer par le bas les efforts de production du logement social qui ont été conduits par ailleurs. Et ce qui fait que ça vient éroder votre pourcentage. Vous sortez, les maires travaillent sur des politiques, sortent des opérations, permettent ou facilitent la production de logements locatifs sociaux, mais d'un autre côté, la division dans le diffus, par exemple, vient tirer vers le bas cet effort de production. On glisse maintenant sur l'enjeu améliorer la connaissance du parc existant, social ou privé, en particulier copro, lotissement vieillissement, avec cette attention particulière sur l'amélioration énergétique des logements et l'adaptation aux besoins. Pour donner une idée des volumes, là on parlait d'un objectif de 6 000 logements par an. Pour donner l'échelle, on est à 312 000 logements sur la métropole. Donc ce parc existant représente un parc très majoritaire et pour longtemps. Et donc du coup, les enjeux, on va dire, pour dans 10 ans, en fait, ils sont déjà sur ce patrimoine-là. Donc cette action-là tend un peu à montrer une attention particulière sur les segments ou les types de logements qui en ont le plus besoin, ou en tout cas qui nécessitent une attention particulière. C'est le cas notamment des copropriétés, qui ont été construites massivement après-guerre, on va dire, avec cette idée de redévelopper et de loger tout le monde. Et donc, on a identifié 13 000 copropriétés à dominante privée, parce que dedans, il peut y avoir certains cas du logement différent, qui regroupent 160 000 logements sur les 312. 9% des copropriétés ont été livrées depuis 2010. Donc finalement très peu, c'est vraiment un parc existant très important. 50% des copropriétés comptent des moins de 5 logements, donc on a beaucoup de toutes petites copropriétés. La copropriété, c'est pas uniquement les grandes opérations auxquelles on pense tout de suite quand on parle copro. Il y en a plein, ça peut être un immeuble qui est divisé en lots en fait. Et finalement, bah oui, les grandes copros de plus de 100 logements représentent que 2% des copropriétés. Et on a observé un taux de vacances plus élevé que la moyenne sur les copros de petite taille, ce qui est un indicateur un peu à suivre pour apprécier la fragilité, on va dire, de ce parc. Donc il y a cet effet petite goutte d'eau un peu diffuse qui, mis bout à bout, représente quand même un volume important.
Il y a un indicateur qui est traditionnellement suivi dans les PLH, c'est le parc privé potentiellement indigne. Et du coup, par rapport à ça, la métropole, sous les effets des politiques qu'elle conduit et de la tension aussi du marché qui contribue, les vieux logements pas très bien, pas en bon état, sont en nombre décroissant. On est passé, c'est le tableau du bas, à un volume estimé, le potentiellement indigne est important, hein, un volume estimé de 9143 logements en 2009 à 7952 en 2013. Ce qui représente une baisse de 13% en finalement pas longtemps. Ce taux a tendance à surestimer le truc, mais c'est les problèmes de parc potentiellement indignes, mais on montre bien un phénomène qui est essentiellement sur la ville de Nantes et sur le parc ancien de la ville de Nantes qui a besoin d'une attention particulière. D'où la nécessité aussi de voir à travers le prochain PLH quelles seront les actions qui pourront contribuer sur certains secteurs qui peuvent être identifiés. Il y a des enjeux de performance énergétique et on parle beaucoup de la qualité et de la performance énergétique des logements neufs construits. Les logements passifs, les logements à énergie positive, c'est-à-dire qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Mais la vérité, c'est que le parc existant, qui représente l'extrême majorité, a des qualités de performance énergétique nettement en deçà. La première réglementation thermique, sauf erreur de ma part, c'est 74. Donc c'est la pleine période où on construisait beaucoup. Là, vous avez à l'échelle de la Loire-Atlantique une vue des logements construits entre 49 et 74 avec leur étiquette de performance énergétique estimée. On voit qu'on a une majorité de logements D, ce qui n'est pas non plus catastrophique, et beaucoup de logements E, F ou G. Ce qui, comparativement aux logements, ne serait-ce que ceux construits à partir de 90, n'a rien à voir. En fait, on a beaucoup d'étiquettes A et B sur les logements très récents. Donc ça renvoie bien à cette idée de réhabilitation avec le petit graphique du dessous, un zoom particulier sur le parc locatif social où on voit que les efforts d'entretien du parc des bailleurs sociaux ont permis à l'ensemble du parc d'avoir une qualité énergétique importante, même s'il y a encore des enjeux de ci, de là qui doivent être pris en compte. Donc ça, c'est vraiment cette idée à travers cet enjeu de comment est-ce qu'on fait en sorte que le parc qui existe et qui restera encore là longtemps puisse continuer à loger des gens pendant encore longtemps et qui ne soit pas disqualifié et progressivement abandonné avec le temps. Ça renvoie, là c'est illustré avec les performances énergétiques, on pourrait parler ça aussi avec les enjeux d'adaptation, vieillissement ou handicap, et donc comment est-ce qu'on fait pour adapter et faire vivre et évoluer les logements avec les gens et leurs besoins. Décidément, les graphiques compliqués tombent sur moi, mais je vais m'y faire. On a cette idée du vieillissement. C'est un peu notre faute, hein, c'est nous qui l'avons fait. Hein, mais c'était l'idée d'apprécier la hauteur des bâtons, à savoir pour apprécier cette idée de sous-occupation des logements. C'est-à-dire, on compte le nombre de personnes qui occupent le logement et le nombre de pièces du logement. Finalement, on se rend compte, et c'est la colonne en bleu, qu'il y a beaucoup de logements qu'on pourrait dire sous-occupés, c'est-à-dire avec au moins 2 personnes de moins que le nombre de pièces. C'est-à-dire un F5 pour un couple, qui peut potentiellement, c'est pas dramatique, mais on peut apprécier, on va dire, comment il y a une corrélation entre le nombre de personnes et le nombre de pièces. On s'aperçoit à travers ça que c'est les ménages, parce que là vous avez l'âge des ménages qui occupent les logements, que c'est les ménages de plus de 40 ans, mais aussi beaucoup de plus de 65 ans, qui sont en situation de sous-occupation. Donc ça renvoie à cette idée de maintien à domicile, parce que le logement c'est aussi quelque chose d'extrêmement intime auquel on est attaché, mais peut-être aussi de difficultés d'entretien et difficultés à occuper son logement. Et donc comment est-ce qu'on assure une réponse adaptée aux attentes de la population, que ce soit le maintien ou une aide à la mobilité si jamais cette sous-occupation était plus subie que souhaitée. Voilà, à suivre à travers le PLH pour voir ce qu'il en advient. On parlait beaucoup de la division parcellaire, donc ce n'est pas une nouvelle constellation, c'est simplement une carte de la métropole qui illustre entre 2010 et 2016, les points, c'est des parcelles qui ont été divisées.
Donc ce phénomène-là est un phénomène très diffus. Donc on voit qu'il y en a partout. Et là, on s'est contenté de regarder les lotissements construits entre 1945 et 95, à une époque où finalement on faisait des grandes tailles de parcelles. Donc du coup, ça a représenté chaque année dans la production, ou en tout cas dans la division des parcelles et la vie des parcelles, 1700 parcelles produites chaque année et dans des secteurs constructibles. Ce qui est un phénomène très important. Autre enjeu, accompagner les évolutions démographiques, vieillissement, augmentation des étudiants et à développer des réponses spécifiques aux besoins non couverts. Mettons tous ces phénomènes qu'on a analysés sur les dernières années jusqu'à présent, mettons-les un peu en dynamique et regardons un peu comment ça évolue. On se rend bien compte que l'enjeu du vieillissement dont on parle beaucoup, c'est cette idée de regarder le haut de la pyramide des âges et de voir comment la pointe devient de plus en plus ronde. C'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé, c'est plutôt mieux, mais ça veut dire aussi que le nombre de ménages augmente plus vite et que ce public-là ne trouve pas nécessairement de parc qui correspond à ses besoins dans le parc de logement. C'est quelque chose qui va beaucoup se développer dans les années à venir, l'idée étant que tous les 5 ans, chaque étage passe à l'étage du dessus. Et donc on voit bien que ces générations nombreuses du baby-boom qui se situent à peu près ici en 2013 vont dans les 10 prochaines années progresser et avoir des enjeux en termes d'adaptation à leurs besoins. Et de stratégie de relocalisation aussi, parce qu'on peut aussi voir qu'à l'arrivée à l'âge de la retraite, ces ménages peuvent choisir de s'installer soit à proximité du littoral, soit simplement revenir à proximité du bourg, des services et de l'offre de transport. Et dans la centralité. C'est un phénomène qu'on observe beaucoup, c'est cette concentration du développement sur la métropole, ça y contribue. Et donc on peut penser que ça va y continuer. On a aussi zoomé sur cette petite tranche d'âge, c'est pour faire écho à l'évolution, on va dire, du nombre d'enfants de moins de 5 ans, et donc avec les effectifs scolaires qui en dépendent. Et un autre phénomène qu'on a vu apparaître et qui va se prolonger dans les années à venir, peut-être même s'amplifier, c'est cette question donc de l'augmentation donc des personnes étudiantes en lien avec le développement de l'offre universitaire de la métropole, tant en qualité qu'en quantité, et aussi l'effet démographique, parce qu'au début des années 2000, on disait qu'il y avait un mini baby-boom, qu'il y a eu un effet, on va dire, sur les naissances. Aujourd'hui, en 2018, ils vont commencer à aller s'inscrire dans les études supérieures. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les années à venir. J'en parlais un peu tout à l'heure, c'est cette diversité des profils accueillis dans la métropole, j'ai donc passé vite dessus. Là, on retrouve cette augmentation du nombre d'étudiants dans la population. Plus le bâton est grand, plus leur part a augmenté sur le territoire et le sol migratoire est largement positif. On voit que Nantes Métropole a beaucoup progressé en nombre d'habitants par rapport à cette évolution des effectifs étudiants, mais est l'un des seuls territoires, de par la politique qu'elle a conduit et la cohérence de cette politique et l'importance du nombre de logements qui étaient produits et des effets sur le marché, elle a réussi à accueillir une diversité de ménages qu'on n'arrive pas à voir progresser sur d'autres métropoles. On a une augmentation donc, des cadres de professions intellectuelles supérieures, mais aussi, et peut-être même davantage, de professions intermédiaires, aussi d'employés qui ont réussi quand même à s'installer dans la métropole, là où dans d'autres territoires, ils étaient relégués davantage en couronne et aux franges. Donc ça renvoie à cette idée de solidarité du territoire et d'enjeu à maintenir ça dans le temps qui vient. Les populations les plus modestes restent très présentes dans la métropole, ce qui est un autre fait. Là, vous avez l'évolution donc du nombre de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec le seuil retenu à 50% pour assurer une évolution depuis 2005. Concrètement, vous avez, j'essaye de le simplifier, là le nombre total de ménages. On voit que avec les effets de la crise, le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté. Quand on regarde où est-ce qu'ils se sont logés, c'est en vert le parc locatif social, en bleu ciel le parc privé et en bleu foncé, c'est les propriétaires occupants qui eux aussi ponctuellement peuvent vivre sous le seuil de pauvreté. Cette évolution, cette progression a été absorbée
pratiquement exclusivement par le parc locatif social. D'où encore la nécessité d'avoir un parc qui permet de répondre à ces ménages-là et leur donner droit aussi à accéder à la métropole, ce qu'à défaut, c'est l'éloignement. Ça renvoie aussi à des enjeux de besoins spécifiques. En 2 mots, effectivement, on a un parc de droit commun qui doit permettre de répondre à l'ensemble des besoins, y compris aux besoins spécifiques. Dans la production neuve, on parle de plus en plus de logements adaptés, accessibles, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Néanmoins, que ce soit en termes de quantité ou de parcours, ce parc de droit commun, il ne répond pas à l'ensemble des besoins. Il y a certains types de besoins qui nécessitent des réponses spécifiques et on a essayé de regarder entre les différentes catégories de l'hébergement d'urgence au logement accompagné jusqu'au logement autonome, là où il pouvait y avoir des points de blocage, que ce soit quantitatif ou dans le parcours du ménage, par catégorie de besoins. Donc, si on s'intéresse aux jeunes, ce qu'on notait, c'est qu'on a une offre d'hébergement pour les jeunes, que ce soit étudiants ou jeunes actifs, qui s'est nettement développée dans la métropole et que c'était plutôt un enjeu de fluidité des parcours qui se posaient. Sur les gens du voyage, Monsieur Prat en parlait tout à l'heure, on a une offre d'aire d'accueil qui s'est nettement développée dans la métropole. On a un schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui flèche des créations d'aires d'accueil. On est quasiment dans la métropole. On a ouvert depuis 2010 4 ou 5 aires d'accueil. 4 ? Oui, vous en connaissez une. Et que l'enjeu qui se pose aujourd'hui, notamment par rapport à l'évolution des modes d'habitat des gens du voyage qui sont de plus en plus sédentaires, c'est plutôt la thématique de l'habitat adapté qui aujourd'hui est insuffisante dans le territoire. Concernant les personnes en situation de handicap, on est aujourd'hui de plus en plus orienté, puisqu'on développe de moins en moins de foyers dédiés aux personnes en situation de handicap, sur des réflexions sur de l'habitat inclusif, que ce soit du logement autonome regroupé avec des services pour ces personnes, des réponses qui ont été plutôt développées sur le handicap moteur ou physique et des réflexions aujourd'hui plus sur des innovations sur du handicap psychique qui peuvent se développer. Une problématique qui a fortement émergé ces dernières années sur les demandeurs d'asile avec la mise en place du plan migrant. L'État a développé le nombre de places d'hébergement d'urgence, que ce soit les CADA ou les places en hôtel. L'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de s'orienter sur du logement autonome pour les ménages qui seraient régularisés. Ensuite, on évoquait d'autres situations plus spécifiques, les sortants d'hôpital psychiatrique, les ménages avec des parcours de vie chaotiques, pour lesquels on est plutôt sur des réponses aussi de logement accompagné ou d'habitat intermédiaire qui doivent être développés ou expérimentés, que ce soit les maisons relais ou d'autres types de résidences d'accueil. On est aujourd'hui plus sur de l'offre à développer pour répondre à ces besoins. Des problématiques qui émergent, notamment, on évoquait tout à l'heure avec la pyramide des âges, l'augmentation de l'espérance de vie. C'est aussi quelque chose qui concerne les personnes en situation de handicap qui vivent de plus en plus longtemps également, ou les SDF, avec des problématiques nouvelles de personnes handicapées vieillissantes ou de SDF vieillissants pour lesquels on doit aussi inventer d'autres formes de réponse en logement et adapter les offres. Et dernier enjeu qu'on illustrera, c'est poursuivre les expérimentations et accompagner les évolutions techniques et sociétales, toujours dans cette idée de continuer à satisfaire les besoins. L'idée, c'était de dire les recettes qui ont fonctionné jusqu'à présent sont peut-être plus les mêmes pour répondre aux besoins et que là on l'illustre avec le numérique qui a révolutionné les pratiques. On parle du big data et je suis à peu près sûr que vous avez dû creuser ces questions, mais
quelles sont les conséquences aussi que ça peut nous amener à envisager, à imaginer, et les nouveaux outils qu'on pourrait construire pour essayer de faciliter le rapprochement entre l'offre et la demande. Comment est-ce qu'on peut gérer différemment, gérer peut-être mieux, ou en tout cas gérer ensemble certaines choses, et quels sont les impacts que ça pourrait générer, et comment, s'ils sont favorables et souhaitables, comment on pourrait accompagner ça, avec cette vigilance toujours sur le numérique. Ça aide beaucoup de choses, mais tout le monde n'y a pas accès avec la même facilité, et donc comment est-ce qu'on garantit une universalité aussi encore du service qui sera proposé. Toujours dans cette idée, on ne construira pas demain comme hier, avec une actualité encore plus forte aujourd'hui. Cette innovation sur les modes de construction, là vous avez la courbe qui illustre l'indice du coût de la construction. On pourrait l'illustrer et expliquer pourquoi est-ce qu'ils augmentent, mais il y a cette idée un petit peu d'essayer de maîtriser ça et de voir comment est-ce qu'on peut revoir nos pratiques. Ça renvoie aussi à le robot imprimante 3D pour les logements, voir comment demain il arrivera à monter en hauteur, ou la manière dont on arrive à utiliser le numérique dans la conception et la gestion des immeubles, parce qu'une fois qu'on a ça, on va avoir des maquettes 3D des bâtiments qui peuvent faciliter et programmer l'entretien des bâtiments, et arriver aussi à ce que l'offre produite aujourd'hui, qui sera l'habitat existant de demain, puisse être gérée encore plus facilement. Et encore une autre forme d'innovation qui, pour le coup, pas technique, c'est sur les modes de faire, avec cette idée qu'on peut construire différemment et promouvoir d'autres formes de promotion. Là, c'est l'idée de l'habitat participatif, et comment est-ce qu'il permet à atteindre les objectifs de mixité, de renforcement du lien social. Peut-être qu'il y a là aussi une solution à trouver et développer pour la question du vieillissement, la solidarité intergénérationnelle, ou la modularité des espaces qui sont construits avec les personnes qui sont mobilisées sur ces projets. En 2016, il y avait 10 projets qui étaient recensés sur Nantes Métropole. Cette cartographie vous les présente, et ça représentait environ 150 logements. Donc c'est par rapport à la quantité de logements à produire, peut-être pas beaucoup, mais ça met de l'huile là où parfois il peut y en avoir vraiment besoin. Voilà. Ça peut être de l'exemplarité qui sert à démultiplier des opérations. Je vous laisse peut-être présenter la dernière diapo de calendrier. Oui, on va s'arrêter là, parce que le calendrier, je vous l'ai déjà présenté un peu en introduction. Je pense qu'on va s'arrêter là, puis essayer de répondre à vos questions. En tout cas, vous écoutez. On peut remercier, applaudir les 3 personnes qui ont fait cette présentation. Alors, il y a une masse d'informations, c'est évident. Vous allez pouvoir les lire plus attentivement grâce aux documents qui ont été préparés. Mais d'ores et déjà, j'imagine bien qu'il doit y avoir quelques questions à l'issue de cette présentation. Donc, n'hésitez pas. Qui se lance en premier ? Bonjour. Merci de vous présenter, si vous voulez bien. Geneviève Fredval, ancienne élue et active dans la vie politique. Je me pose une question au sujet de la classification des logements sociaux et des logements participatifs. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants et de jeunes actifs n'ont pas accès aux logements sociaux puisqu'ils ne sont pas dimensionnés pour eux, mais en veulent-ils ? Beaucoup se tournent vers la colocation. Donc la colocation, elle apporte 2 choses. Ramener le loyer à un loyer de logement social, et d'autre part, partir vers du logement participatif de par les équipements qu'ils partagent au sein de ces logements. Donc, en fait, on a là quelque chose qui échappe peut-être à vos statistiques. Ces logements qui sont en colocation sont quelque part des logements sociaux et des logements participatifs. D'autre part, dans le même domaine, les investisseurs disent on va faire 25% de logements sociaux dans notre projet, mais en fait, ils vendent à des investisseurs, enfin des particuliers, qui vont le placer en colocation. Donc, n'ont-ils pas fait là plus de logements sociaux qui ne le disent ? Je me pose la question sur la classification et comment intervient ce système de colocation qui se développe beaucoup chez les étudiants et les jeunes actifs, et voire aujourd'hui dans la population vieillissante. Merci, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions. Manuel ?
Oui, bonjour, Manuel Dainas du Conseil de développement. Il y a un mot qui a été prononcé une fois au début, qui est densification, mais qu'on entend très souvent en dehors de cette réunion. Densification en soi, ça ne veut rien dire. De quelle densité on part et à quelle densité on veut arriver? Il me semble qu'actuellement, Nantes, c'est 380 habitants au kilomètre carré. Paris, c'est 8000. Tokyo, c'est 20 000. Les campagnes du sud-est asiatique, c'est 800 habitants au kilomètre carré. Alors, quand on dit densifier à Nantes, c'est pour aller vers quelle densité? Je ne peux pas m'imaginer que les responsables n'aient pas un chiffre en tête. Allez, on prend ces deux questions déjà, peut-être. Moi, je n'ai pas d'éléments à vous amener à tout l'ensemble des questions que vous avez posées. Ce que je peux dire, c'est que la colocation n'est pas quelque chose dont on se désintéresse, mais c'est vrai qu'elle est aujourd'hui, moi, le constat que je fais, c'est qu'elle est plus du marché libre, et elle est plus organisée dans le marché libre. Dans ce que vous avez dit, alors effectivement, ça permet à des étudiants, ça permet aussi à des propriétaires bailleurs de louer leurs biens et d'assurer une rentabilité sur la location du bien par la colocation plus importante que de la louer à une seule et même famille. Ça répond aux besoins des étudiants, ça répond aussi à un besoin sociétal des étudiants, enfin un besoin de vivre ensemble et de partager ensemble, ce que vous avez évoqué, hein, participation, il y a un côté participatif. Moi j'ai mes propres enfants, enfin deux de mes dernières filles étudiantes sont en colocation, une à Nantes, une à Roubaix, à Lille. Bon, c'est une réponse. Je crois que le marché s'organise plutôt pas mal. Alors, je veux dire, là où il y a un bon fonctionnement, une bonne organisation, je ne sais pas s'il est utile qu'on aille encadrer. Une chose est sûre, c'est que la présence des investisseurs privés sur le territoire, qui vient à un moment donné assurer ou consolider l'équilibre économique d'une opération, va amener à ce que des logements se retrouvent sur le marché locatif privé. Et qu'en se retrouvant sur le marché locatif privé, ils vont venir répondre à une offre qu'on a vue, Hervé l'a présentée, qui répond aussi à un besoin de se loger. Et dans cette offre locative privée, il y a des choses qui vont partir plutôt sur de la colocation plutôt que la location de famille. Moi, je dis tant mieux, ça semble bien fonctionner. Les investisseurs privés, on l'a vu, occupent une part non négligeable, mais on en revient à cette diapositive que Hervé présentait et commentait, du un tiers, un tiers, un tiers. Hein, et qu'on voit bien qu'il y a quelque part une forme d'équilibre qui fait que à Nantes, le modèle de production du logement neuf, enfin à Nantes ou sur la métropole, globalement, il fonctionne plutôt pas mal. Et puis, il répond à ses objectifs. Et puis, il y a cette ligne-là du marché, du prix libre du locatif privé qui ne bouge pas. Vous l'avez vu depuis des années, cette ligne droite-là, qui a été facile à commenter, celle-ci, du 11 € moyen. Quelque part, c'est l'assurance qu'il y a un équilibre là qui pour l'instant est plutôt stable et qu'il est important que nous conservions. Et j'en reviens à la production globale du logement sur la métropole. C'est un élément important du maintien de ces équilibres qui font qu'on a un prix à peu près convenable. Donc sur la colocation, tant mieux. Alors vous avez soulevé une question qui, moi, me semble importante. C'est celle, par exemple, des seniors dans la colocation, enfin des aînés, qui est peut-être quelque chose à prendre en compte, à accompagner, à travailler. Sachez quand même que je ne botte pas en touche sur la colocation, mais il y a des choses qui se font, il y a des initiatives qui sont prises soit par des promoteurs et puis des réflexions que l'on peut avoir, notamment sur l'île de Nantes. Là, il y avait un projet porté par un promoteur nantais historique qui s'intéresse à ça, en tout cas à avoir des logements qui accueillent notamment des gens qui vivent seuls, et d'amener des gens qui vivent seuls à vivre ensemble dans un espace de colocation partagée. Donc il y a des initiatives qui existent, qui peuvent être intéressantes, et celle de la place des seniors, elle est pas inintéressante, elle est en lien aussi, à mettre en lien avec les objectifs d'habitat participatif. Et on voit bien, nous, sur nos territoires, les demandes, les sollicitations souvent qu'on a de porteurs de projets d'habitat participatif, et sont plutôt
portés par des gens qui arrivent à la retraite, qui ont besoin d'un logement moins grand, et puis qui sont engagés dans ces réflexions sociétales. Il y a des équipements qu'on peut partager dans une maison, la laverie, l'endroit, enfin vous voyez, des locaux qu'on peut partager et qu'on n'a pas besoin d'avoir tout seul et qu'on n'occupe pas tout le temps. Et donc c'est une réflexion et une demande. Et d'où l'engagement de la métropole à pouvoir, à certains endroits de ce territoire, offrir des fonciers, ou mettre à disposition des fonciers. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui a été présenté par Hervé au travers des opérations publiques d'aménagement, ou à l'inverse des communes qui ont des fonciers disponibles et qui souhaitent porter des projets d'habitat participatif. C'est ce qui a été présenté, c'est cette carte-là qui est sur le territoire de la métropole. Sur la densification, moi je peux vous dire qu'en tant que vice-président en charge de l'urbanisme et qui travaille beaucoup depuis maintenant 2012 sur le territoire de la métropole avec les maires, qui défend un certain nombre de choses. Je vois ici des gens que je connais bien, à qui j'ai dit que sur Saint-Jean-de-Boiseau, on ne pourrait plus jamais construire moins de 30 logements à l'hectare. Ça veut dire faire des efforts de densification. Moi, je préfère porter la mesure en nombre de logements par l'hectare, parce que habitant au kilomètre carré, moi, ça me parle moins. Et donc, c'est vrai qu'on a travaillé dans l'élaboration du SCOT, là, qu'on vient de faire, alors du schéma de cohérence territoriale. On a essayé de travailler les 64 communes de ce grand pôle métropolitain, entre Nantes et Saint-Nazaire, en passant par Saint-Étienne-de-Montluc, Savenay et tout, s'intéresser à l'intensité urbaine et qu'est-ce que ça voulait dire et à quelles conditions on libère des fonciers nouveaux pour produire du logement. Et on a essayé de fixer des taux de logements à l'hectare. C'est pas facile, parce que quand vous dites 30 logements à l'hectare, ça veut dire un habitat resserré. Je vais reprendre l'expression du président de votre conseil de développement, de Philippe, qui disait il faut qu'on se rapproche un peu plus, mais de Michel aussi, il faut qu'on se serre un peu plus sur ce territoire, mais en même temps se serrer un peu plus, pas à n'importe quelle condition, pas en faisant n'importe quoi, en faisant ce travail de dentelier, d'attention au paysage urbain qu'on construit, à la qualité des logements, à la qualité des intimités, à la préservation des intimités. Moi, je préfère travailler là-dessus. Alors, il y a des territoires où le nombre de logements est beaucoup plus dense. Je vous rappelle que sur Nantes, si je prends le quartier de Daubré, enfin de ce secteur-là, c'est un quartier de grande densité sur le territoire nantais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a un nombre de logements à l'hectare qui est relativement important sur ce secteur. Bien sûr, il y a des zones, si on prend 30 mous, arrosé, qui va porter du 60 logements à l'hectare ou 80 logements à l'hectare. On a des zones à 100, à plus de 100, et puis des zones un peu plus relâchées. Enfin bon, il ne s'agit pas de faire une ville en tout point homogène, il n'y aura rien de pire. Il y a les particularités des communes, mais en tout cas, une attention à dire le foncier est une denrée rare. Il y a un engagement très fort dans le PLU de réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Je vous rappelle que l'engagement, on vous l'a représenté tout à l'heure, c'était une des premières slides, on consommait dans les décennies précédentes 174 hectares sur le territoire nantais tous les ans en moyenne, au service de l'habitat, au service du développement économique. Et puis, s'il y en a qui ont fait l'addition tout à l'heure, ils ont dû dire qu'il manque des hectares, c'est la voirie, c'est les espaces publics, c'est tout ce qui fait liaison entre tous ces espaces-là. L'engagement dans le futur Plume, c'est de réduire de 50%. Et réduire de 50%, ça veut dire que notre consommation, elle ne devra pas être supérieure à 87 hectares en moyenne annuelle. C'est l'engagement que l'on a pris, c'est la traduction. Le PLUM aujourd'hui, il traduit cette intention, c'est-à-dire qu'avec les communes, ça n'a pas été simple, ça a été un travail important. Il a fallu faire preuve de conviction pour dire aux élus, la zone 2AU que vous aviez là, ou la zone 1AU qui était, même cette zone 1AU, c'est-à-dire quelque chose qui était à l'urbanisation assez rapidement, eh ben on les supprime, on les enlève, on les réduit. Il y a les zonages ENIX qui étaient des projets à long terme, eh bien on a réduit tout ça. Aujourd'hui, on est au rendez-vous de ces 87 hectares. Alors on est en train de grignoter les derniers, enfin d'en récupérer, d'en donner là. Enfin bon, vous voyez, mais on est à cet équilibre. C'est un engagement du PADD du Plume. Ok, Jean-Marie Pousseur. Oui, d'abord, pour avoir travaillé, Jean-Marie Pousseur, donc un ancien élu à l'urbanisme de la ville, pour avoir travaillé au PLH et au PLU de 2007-2008, je suis impressionné
par la richesse des thèmes que vous abordez et impressionné par la construction que ça représente pour notre futur PLH. Donc bravo de ce point de vue. On en était loin il y a 12 ou 15 ans. Deux questions. Une première question financière. Il s'agit du logement social construit dans le privé ou du logement abordable, aussi fait dans le privé. Il y a une aide à la charge foncière. Ça représente quoi budgétairement? La politique de l'habitat représente quoi dans notre métropole? Première question. Une deuxième question, c'est un autre mot qui n'a pas été prononcé. Peut-être qu'il est tabou et dangereux. C'est celui de l'architecture. Or, ce sont quand même les architectes qui non seulement construisent, font l'aspect de la ville, mais font aussi la qualité interne du logement et de l'habiter. Alors, y a-t-il une stratégie vis-à-vis des architectes dans ce PLH? On va prendre les questions de Michel Jouvet. Oui, c'est juste pour compléter la première question de Jean-Marie Pousseur, que vous n'avez pas abordé dans la présentation. La politique de l'habitat, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais le PLH, c'est un contrat entre l'État et la métropole au titre des aides à la pierre. Je peux dire ça? Pas que des aides à la pierre. Pas que ça. Alors, pas que ça. comment ça se passe avec le préfet et l'État dans cette négociation? Il y a une négociation financière. Et comment vous la voyez? Parce que l'État, le gouvernement annonce aussi une refonte profonde de l'ensemble de sa politique d'habitat. Ça risque d'impacter fortement ce que vous abordez ou pas? Bon, Virginie m'aidera peut-être dans la construction de la réponse, parce qu'il y a des choses assez techniques dans la réponse, la négociation, mais quand même la relation avec l'État. Alors, un PLH, ça n'est pas que surtout pas qu'un contrat avec l'État sur une production, un volume et une délégation des aides à la pierre. Je vous rappelle que la délégation des aides à la pierre, elle ne concerne que l'action de production du logement locatif social encadré par un certain nombre de règles. Alors, il y a les aides à la pierre pour le logement social dans le cadre du PLH, puis il y a toutes les actions de cofinancement, par exemple avec l'ANA sur l'aide à l'amélioration du logement ancien, l'aide à l'adaptation des logements, enfin toutes les politiques portées par l'ANA et développées par la métropole. On a aussi un conventionnement qui fait qu'on est délégataire. Moi, je suis le signataire des aides de l'ANA sur le territoire de la métropole en tant que vice-présidente dans notre métropole. Mais ça n'est pas que ça, parce que c'est d'abord et avant tout, certes, un engagement chiffré d'objectifs de production de logements, je vous rappelle, les 6000 logements neufs, mais c'est aussi un engagement sur un ensemble d'actions et de fiches qualitatives, de fiches actions qu'on va décliner dans notre PLH, qui vont d'abord donner sens, répondre aux objectifs, aux intentions et aux enjeux que l'on a fixés et ce que l'on souhaite développer. Et on voit bien que là-dedans, il n'y a pas que du quantitatif, il y a aussi du qualitatif, il y a aussi de l'attention portée à la production de ce logement. Alors maintenant, sur les délégations des aides à la pierre, tous les ans, il y a un espèce de round d'observation et de négociation avec l'État, où l'État nous donne ses éléments. Et c'est vrai que depuis que je suis vice-président en charge de ça, mais quand j'ai travaillé aux côtés de Gilles Rothière, au début, je comprenais pas toujours, parce que je me disais, mais attends, ça monte, ça descend, c'est quoi ce bazar? Bon, on est obligé d'adapter en permanence nos politiques, nous, localement, de les maintenir. Ce qui avait amené, par exemple, vous savez, il y avait aussi les réductions des possibilités financières des collectivités, le département par exemple à dire on arrête de subventionner le logement locatif social sur le territoire de la Loire-Atlantique. Nous on a maintenu notre engagement. Virginie redonnera les chiffres parce que j'ai pas la mémoire assez pointue sur je pense que c'est 40 millions d'euros par an au niveau du logement locatif social, le financement. Notre financement de nos opérations publiques d'aménagement au service du développement de l'habitat, c'est-à-dire nos AC
en particulier, je parle des ZAC habitat, je ne parle pas des ZAC éco dont je m'occupe aussi, c'est pareil, si demain matin, dans la nuit, là, on réglait toutes nos ZAC, et qu'il faut qu'on, dans la nuit, il faut qu'on fasse un chèque de presque 50 millions d'euros pour finir d'équilibrer toutes nos ZAC. Alors heureusement, c'est une programmation dans le temps, un étalage dans le temps. Mais donc une politique publique importante, soutenue par la métropole nantaise, très volontariste, d'accompagner, au bout du compte, c'est l'accompagnement de notre dynamique territoriale, de notre dynamique démographique, mais aussi économique sur ce territoire. Voilà. Alors, je reviens à la question de Jean-Marie sur la qualité architecturale. Alors, on est peut-être passé rapidement, et puis je suis passé un peu aussi rapidement, mais ça fait lien avec, encore une fois, des éléments traduits dans le PLUM. Il y a bien sûr une attention particulière, et vous m'entendez, certains d'entre vous m'ont entendu, je parle souvent de la qualité d'habiter dans les logements, à laquelle moi je suis attaché, effectivement. Moi j'ai vu, il y a des logements qui à un moment donné, pour, je sais pas, des questions de rentabilité, j'en sais rien du tout, ça fait des boîtes à habiter. Et puis je vais me contenter de ça. Et puis à d'autres endroits, on est capable aussi. Et puis on travaille avec. C'est moins avec les architectes. C'est avec les architectes, je suis d'accord. Mais c'est aussi avec la promotion immobilière qu'il faut qu'on travaille. Et j'ai envie de dire, avec les bailleurs, on arrive à faire un travail extraordinaire. Enfin, moi, je pense qu'il y a des bailleurs sur la métropole qui arrivent à sortir des produits de qualité. Alors, tant dans l'habitat individuel, dans l'habitat groupé, que dans le collectif. Alors c'est souvent au collectif qu'on pense. Et bon, certains d'entre vous m'ont entendu parler. Alors dans la règle, dans les règles qu'on va mettre dans le PLUM, il y a des attentions très portées sur la qualité de construction des logements dedans, à la fois dans leur organisation, à la fois dans leur fonctionnement. Ça renvoie à ce que Hervé présentait tout à l'heure sur les nouvelles technologies, la qualité énergétique des logements. Et là, il y a une attention. On travaille avec les architectes, on écrit des règles. Et les règles du PLUM, je ne sais pas si vous êtes encore penchés, la règle qualitative qui dit la règle stricte, et puis aujourd'hui la règle quantitative qui dit la règle stricte, la règle qualitative qui fixe les objectifs. Et dans les objectifs, il peut y avoir notamment des principes urbains de fonctionnement d'un îlot, d'un ensemble, d'un élément bâti, et puis des principes architecturaux. On va voir que demain, la règle des bandes de recul, des hauteurs, des façades rythmées, des couvertures des bâtiments, eh bien, vont avoir justement une intention de construire un réel paysage urbain qualitatif dans lequel le végétal trouve sa place. Enfin bon, je revenais tout à l'heure, mes logements traversants, mes logements en duplex, et donc tout ça, c'est une attention que l'on a, des règles qu'on va mettre dans le PLUM en termes de prescription, et un travail qu'on conduit avec les architectes. J'ai répondu sur les coûts, la charge économique, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Hervé, je sens qu'il veut ajouter. J'ai un petit complément sur le PLH. Finalement, le PLH, c'est un document stratégique qui n'est pas si jeune que ça. Et c'est vrai que les premières générations, c'était surtout le logement social et un lien très fort avec l'État. Aujourd'hui, on est sur une approche plus globale et plus intégrée. On en est à la 3e génération sur le territoire de la métropole. Et d'autant plus intégrée que, comme le disait M. Prat, on est sur un document qui se pense et se construit et se met en œuvre à travers plusieurs documents, à savoir donc le PLUM, on a pu le voir, le PDU et donc aussi le PLH. Donc ça, c'est pour le premier point. Un autre élément aussi que permet le PLH dans ce cadre finalement plus large, c'est que ça devient aussi un document de référence. Et donc, c'est plus uniquement l'État, c'est comment est-ce que localement, la politique et la stratégie de l'habitat portée par le territoire est affirmée, portée, pour que derrière, l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'habitat, donc bailleurs sociaux traditionnellement, mais pas que, associations, même les acteurs privés, promoteurs qui y contribuent aussi, arrivent à avancer dans le même sens en fait et dans la ligne qui aurait été avancée par la métropole et qui contribue de fait par leur mise en œuvre à amplifier l'impact économique de tout l'argent que pourrait mettre la métropole. Ça ira dans le même sens en fait et c'est pour ça que c'est des éléments qui sont plus compliqués à évaluer mais qui sont des éléments très intéressants à analyser. Ça, je vous rejoins complètement. Tu prends le micro. Sur cette
ce travail partagé, cet effort partagé avec l'ensemble des partenaires de la production du logement, les bailleurs, les promoteurs, les associations, et ça c'est un élément important. Et ce qui m'amène à dire, et ce que je voulais dire, c'est que dans le PLH, travailler à l'échelle des 24 communes, il y a quelque part un engagement moral des 24 maires et des 24 communes à travailler ensemble à la production et à la prise de sa part et donc de sa responsabilité en tant que maire au niveau local au développement de notre territoire. Ça, c'est un élément important. C'est pas, alors, on pourrait dire qu'il y a une règle, la règle législative de régulation, par exemple, de la production du logement social au travers de la loi SRU et confortée par les lois Duflot, Allure et autres qui sont aujourd'hui existantes, mais il y a quand même quelque part le travail de quelque chose de collectif, de commun, et qui fait que chacun s'engage et prend sa part sur le territoire. Et moi, j'apprécie quand j'entends les maires, et je travaille avec eux en ce moment en réunion publique sur le Plume, prennent part avec moi à la défense de la promotion du développement du logement, et en particulier du logement locatif social. Je me régale dans ces moments-là. Oui, juste deux petites questions peut-être sur des signaux très faibles ou très faibles. Est-ce que vous avez mesuré ce que les pratiques de type Airbnb ou choses comme ça ont sur le centre-ville de Nantes? Enfin, on sait que dans les très grandes destinations européennes, ça pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Alors Nantes entre pas forcément dans la catégorie des grandes destinations touristiques européennes, mais est-ce que ça a un effet ou pas, ou est-ce que c'est marginal, où les gens choisissent de mettre plutôt leur logement sur des systèmes comme ça plutôt que dans le parc classique? Et puis la deuxième, alors c'est peut-être un signal encore plus faible, mais il y a une petite musique qu'on commence à entendre sur la question de l'étalement urbain. La lutte contre l'étalement urbain, c'est un mantra quasiment. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui semble admis par tout le monde. Et on commence à entendre depuis quelque temps des urbanistes ou des gens ici ou là qui disent mais densité égale îlot de chaleur, population âgée, donc température qui monte. Enfin, si on lit ça aux questions climatiques, tout d'un coup, il y a un signal faible là, qui se met en route et qu'on entend aussi chez les services de sécurité, par exemple, qui ne s'expriment pas beaucoup sur les questions d'urbanisme, mais qui disent les incendies, les catastrophes naturelles, etc. La densification du bâti peut nous poser problème. Est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est une petite musique qui commence à prendre un peu d'importance ? Sur Airbnb, dans le cadre du diagnostic, on n'a pas pu exploiter cet aspect-là et analyser donc. Néanmoins, c'est un sujet qui nous semble effectivement important de traiter et un signal faible à surveiller et pour lequel l'agence, là, dans le cadre de son observation des loyers du parc privé, va très très prochainement, donc c'est-à-dire dès l'année prochaine, analyser l'ampleur du phénomène et son évolution sur la métropole nantaise. Il me semble qu'elle vient de sortir, l'agence, un document sur le numérique et avec des chiffres concernant... Il y a un illustré sur le numérique, ouais. Concernant on a évoqué ce truc-là. Il y a un autre document qu'on a sorti, c'était une synthèse de Laurent sur la question des petits logements étudiants. Et donc, on abordait aussi un peu du coût, de la place de ce coût et de l'enjeu d'aussi voir un peu comment on pouvait accompagner ce phénomène qui se développe de la colocation. Donc pour Airbnb, c'est un sujet qu'on va exploiter et qu'on va analyser, je pense, avant la fin du PLH pour compléter cette approche. Le phénomène Airbnb, moi, m'a amené au début de l'été, en allant sur Internet à la mairie avec des collègues. On a été sidérés du nombre de logements Airbnb sur une commune comme la mienne, Saint-Jean-de-Boiseau. Alors, c'est pas des centaines de logements, il ne faut pas exagérer, mais malgré tout, ça interpelle. On se dit, tiens, donc ce phénomène sociétal, il va falloir effectivement qu'on puisse le regarder de près parce que ces logements-là, ils ne sont plus soit à la location permanente, pérenne, et donc à la fixation de ménages ou de jeunes. Enfin bon, ils ont une occupation qui est un peu décalée par rapport à l'objet qu'on souhaite. Sur ce que vous évoquiez sur la petite musique, sur l'étalement urbain, les problématiques, l'îlot de chaleur, là, bon, effectivement, il y a des choses qui se disent, moi j'entends, enfin, qui viennent, qui passent et tout, sur cette ville plus dense, plus compacte, qu'on appelle de nos voeux malgré tout. Bon, les réponses, elles doivent être apportées, encore une fois, dans le PLUM, et c'est celle qu'on construit. C'est l'enjeu
de la nature en ville, de la biodiversité en ville, de la préservation de la biodiversité, de modes constructifs qui permettent le respect, la place de la nature. Alors, on a évoqué le coefficient de biodiversité. Sans doute qu'il y a des choses à améliorer, à affiner, parce qu'on est allé peut-être un peu fort là, dans les propositions qu'on fait en ce moment, mais néanmoins qui sont essentielles. Si vous allez un peu plus loin, vous verrez l'attention portée à la construction, au développement de cette nature et le développement d'îlots de fraîcheur dans la ville, notamment autour du verdissement, du végétal, du développement de plantations, qui sont des îlots qui vont permettent le développement de cette fraîcheur, le maintien de cette fraîcheur. On travaille avec les urbanistes et les architectes quand on travaille à l'îlot, à positionnement demain des bâtis pour permettre la circulation de l'air, les courants d'air. Il y a déjà des réflexions qui existent, enfin un certain nombre d'éléments qui permettent de faciliter les îlots de fraîcheur dans l'habitat. Alors maintenant, les petites chansons, vous savez, les petites musiques, on en entend toujours, hein, le complot, la thèse du complot et tout, on nous fait dire ce qu'on veut. Bon, on sait quand même, malgré tout, que si on veut préserver de la nature et si on veut préserver les espaces naturels, agricoles, forestiers, qui sont aussi indispensables à notre vie, on a la nécessité de construire cette ville un peu plus compacte, un peu plus rapprochée. Malgré tout, elle doit prendre en compte la nécessité d'accès à ces îlots de chaleur, d'accès à ces îlots de rafraîchissement, à la place de l'eau dans la nature, à la circulation de l'eau. Et quand je le dis, ça concerne autant le territoire de la ville de Nantes et de la centralité que celui d'une commune comme la mienne. Forcément, les proportions de terrain artificialisés sont moins grandes dans l'un dans l'autre, mais cette attention, elle est importante. Et c'est aujourd'hui porté, si vous avez vu les éléments du règlement écrit et graphique sur lesquels on travaille, il y a tous ces éléments qui apparaissent et qui sont travaillés à l'îlot et à retenir dans les orientations d'aménagement. La végétalisation des bâtiments aussi, enfin bon, tout ce qui va favoriser cette présence du naturel et de la nature, de la biodiversité, et qui est facteur de qualité de vie, enfin d'amener des éléments de qualité de vie dans l'urbain. On va arrêter notre séance là ce soir parce que... Alors, dernière question, mais très courte, Bruno, alors. Oui, très courte. Bruno Day, conseil de développement. Oui, je voudrais savoir concrètement comment ça se passe quand un promoteur construit un immeuble. Il y a grosso modo un tiers des logements qui seront occupés par les propriétaires, un autre qui sera loué et une partie qui peut se retrouver chez un bailleur social. Alors, je voudrais savoir si c'est une décision... C'était une obligation pour le promoteur de faire une partie, de céder une partie en baux sociaux, ou il est libre là-dessus. Dans les outils de la mixité sociale, on a travaillé ça aussi dans le cadre de ce travail sur l'élaboration du futur PLH, mais aussi dans le cadre donc, du PLUM, parce que ça se traduit réglementairement. Vous savez qu'on a plusieurs outils. Alors, dans nos opérations publiques d'aménagement, les AC, on fixe des objectifs de production et c'est nous qui le fixons. On est sur des projets d'aménagement urbain encadrés, projets opérations publiques d'aménagement. Après, on a d'autres outils. Alors, les orientations d'aménagement qu'on connaissait dans les anciens PLU, qui s'appelleront maintenant orientation d'aménagement et de programmation, OAP. C'est-à-dire que sur une portion de territoire, d'une commune, on dit là il y a une possibilité de mutation, d'évolution, il y a un enjeu de développement, de renforcement de l'intensité urbaine, donc on va sur une partie de territoire travailler des intentions d'aménagement qui vont être traduites en organisation à la fois quantitative sur le logement, on va dire tant de pourcents de logements locatifs sociaux, de l'abordable, on va donner des préconisations de hauteur, d'implantation, donc on va fixer ça. Après, ces orientations d'aménagement, elles ne se traduisent pas obligatoirement par des opérations publiques d'aménagement. Ça peut être un aménageur, un promoteur privé qui va venir et s'intéresser à cet îlot et qui va développer un projet d'urbanisation de l'îlot en conformité avec ce qu'on a prescrit, ce qu'on a donné
dans l'orientation d'aménagement. Dans nos OAP, aujourd'hui, on fixe des pourcentages de production de logements locatifs sociaux, des pourcentages de production de logements abordables, et puis le reste, c'est du libre. Ça, c'est un deuxième volet. Le troisième, c'est celui des servitudes de mixité sociale. Les élus travaillent au niveau, font des zooms sur un quartier, un ensemble, et isolent un bâtiment, une propriété, un ensemble de logements, et disent là, on met une poche de servitude de mixité sociale, c'est-à-dire que si ça mute et s'il y a un projet urbain à cet endroit-là, de reconstruction, on refait un petit collectif, eh bien, on va dire il y a 25, 50, 60, 100% de logements locatifs social. Le maire que je suis, pour atteindre et rattraper, faire l'effort de rattrapage, j'avais isolé, moi, à Saint-Jean-de-Boiseau, avec mes collègues, quand j'étais adjoint à l'urbanisme, des îlots sur lesquels on avait pastillé du logement locatif social. Et puis, on a intéressé des bailleurs à ces projets-là, puis les bailleurs sont venus, ils ont acquis les fonciers, ils ont travaillé avec nous, puis on a sorti, alors des fois 100%, 75% de logements locatifs sociaux. Et puis enfin, il existe un troisième outil qui était déjà présent sur le territoire métropolitain, c'est l'outil du zonage ENL. ENL, c'était une loi engagement national pour le logement qui permettait aux élus, dans les PLU, de zoner une partie de leur territoire, c'est-à-dire de dire dans ce secteur-là, où il n'y a pas de logements locatifs sociaux, c'était souvent ça, s'il y a une opération privée dans le diffus, c'est-à-dire un promoteur qui arrive, qui achète 1, 2, 3, 4 maisons, qui les rase et qui va développer un projet, eh bien une obligation pour lui, dans ce secteur ONL, de produire du logement locatif social. Et donc, on mettait des obligations. Alors, il y avait du zonage ENL à Nantes, il y en avait à Saint-Sébastien, à Rezé. Et là, on a, d'autres communes l'avaient aussi, alors avec des pourcentages, des seuils qui déclenchaient. C'est-à-dire que si l'opération fait moins de 1000 m² de surface plancher, il n'y a pas d'obligation, puis au-dessus, on met des obligations. Par exemple, une commune comme Saint-Sébastien a mis en œuvre un zonage ENL très vite sur son territoire. C'est ce qui lui a permis de rattraper son retard en logement locatif social en abaissant le seuil d'obligation de produire à 300 m² de surface plancher. Vous voyez, une petite opération, pouf, ça produisait 3 à 4 logements. Et ça a permis à cette commune-là de faire un rattrapage. Là, dans le nouveau PLUM, on a décidé ensemble de règles communes, les 24 communes, avec des zonages différents du cœur de la métropole jusqu'à, je suis désolé, Saint-Jean-de-Boiseau ou le Pèlerin, où, les intentions. Mais en tout cas, on a adapté des zonages ENL à l'ensemble de notre territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, là, je suis quasi sûr, les 24 communes de la métropole, suivant leurs caractéristiques, leur morphologie, vont mettre en œuvre des zonages ENL pour produire. Donc, pour en finir à la question que vous me posiez, les seules obligations qu'on impose à des promoteurs, c'est soit un objectif de production marqué par un zonage ENL, une servitude de mixité, une OAP, qui va fixer des objectifs de production, et puis nous arrive, dans des conditions particulières, de rajouter des objectifs de production de logements abordables, avec de l'accession abordable. Pour le reste, ce qui va être en libre, on ne peut pas dire à un aménageur ou un promoteur vous ne vendez qu'à des propriétaires occupants et je vous interdis de vendre à des propriétaires bailleurs. Ça, cette loi-là, elle n'existe pas. Puis on sait que les promotes, ils ont aussi besoin des investisseurs, des propriétaires bailleurs. Mais voilà, je pense on a des outils sur le logement social et le logement abordable.